Émission 778. Cette semaine, Hellboy Christmas Special. En direct de Montréal, Québec, Canada. Vous écoutez, oui, les Mystérieux Étonnants. Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Les Mystérieux Étonnants, une émission en balado-diffusion consacrée au BD et à l'ensemble de la culture populaire. L'ensemble? À l'ensemble! Ben, merci au micro et cette semaine, je suis entouré d'une équipe dont les membres ont bien hâte de découvrir ce que le Père Noël va leur apporter. Oui. Noël, c'est dans 2 semaines, les gars. Je vous l'ai présenté à l'instant. Le premier a eu une autre preuve la semaine dernière que nos auditeurs sont pas mal cool. Gauthier Langevin est avec nous. Salut Gauthier. Salut, oui, c'est vrai, nos auditeurs sont très cool. Très cool. Veux-tu dire aux gens à la maison ce qui s'est passé? Mais c'est oui, un moment Discord. Thierry D, membre Patreon et Discord, a envoyé une belle photo du projet Checkpoint 1030 aux 1030 devant une espèce de logo illuminé. C'était très drôle. C'est vraiment nice. Ça a fait la journée de mon éditrice, donc merci Thierry. N'hésitez pas à nous envoyer des stuns comme ça. Ça fait notre bonheur. Merci. Tu vois, c'était une belle attention. C'était vraiment cool. Fait qu'il a pris ta nouvelle, il l'a montré, il l'a posé devant le logo. Fait que quelqu'un d'autre a pris la photo. Tu sais, c'est de la gestion quand même. Ils ont pris le temps de faire ça. Oui, c'est vrai. Mais oui, ça prend deux. Ça prend deux téléphones pour prendre une photo. J'ai même pas pensé à ça. Exact. Bravo à la personne qui a pris la photo aussi. Le dernier, malgré ses innombrables œuvres, il sera reconnu comme l'inventeur du Reverse 9/11. Jake Dion est avec nous. Salut, Jake. J'ai écouté ta kaiju, mon Jake. Ah oui. Hey, ça, c'est le genre de situation où, tu sais, je suis comme, non, on va pas dire ça, ça n'a pas de classe. Puis là, finalement, finalement, ça fit de le dire. Puis là, en le disant, je suis comme, non, j'aurais pas dû dire ça, ça n'a pas de classe. Ben, c'est parce que, c'est quoi un Reverse 11 septembre? Plein de monde qui font des bébés. Non, les gens s'aiment. C'est de dropper un building sur un avion. C'est de pitcher un building sur un avion. Ouais. Mais c'est pas too soon, là, tu sais, ça fait. Ben, c'est ça. Fait que je trouvais ça tellement cool dans le film quand il fait ça. Il pitch un building. C'est malade, là. Mais parlant d'auditeurs cool, moi, je suis bien. J'y trouve fucking cool, moi, avec, parce que la semaine dernière, j'ai parlé de New Weird. Il y a plein d'auditeurs qui me sont revenus avec ça, genre 5, là. Wow. Fait que vous êtes fucking awesome, puis ils m'ont envoyé des liens, des trucs que je connaissais pas. Il y en a certains que je connaissais déjà, mais tu sais. Puis on a un auditeur qui était aussi tout le temps là au rendez-vous dans le temps que je faisais du Twitch, qui s'appelle Antoine. Puis lui a fait, Corto Maltese, tu connais pas ça, là? Bon, ben attends un peu, j'ai une boîte pour toi, là. Je t'envoie ça à Noël. Puis j'étais comme, c'est malade! Wow. Puis lui, en plus, j'avais déjà acheté une BD, genre sur Marketplace ou quelque chose du genre. Puis vu qu'il me connaissait, il avait rajouté genre plein de goodies. Genre, il avait rajouté un vieux Wizard. Fait que je me sentais comme dans Cartoonist Kayfabe, là, tu sais, ouvrir Est-ce que ça. Puis... c'est pas le gars qui vient de la Gaspésie? Est-ce que c'est ce gars-là? J'ai oublié son nom. Hey, là, tu me demandes de spot, mais ouais, il me semble qu'il vient... Il me semble qu'il m'avait envoyé aussi, il m'avait laissé une boîte. Écoute, on en a tellement là, non, toi tu parles de Mathieu Piché. Non, oui, c'est ça. Non, Antoine, il me semble qu'il est en Ontario, quelque part. Ah ouais, Colin. Hey, là, je dis ça, on dirait, ça fait longtemps. Là. Tu sais, c'est quand c'est rendu, c'est un beau problème pareil, les gars. Quand c'est rendu, hey, tu sais, notre auditeur cool, lequel qui est chill, genre, le monde qui sont comme pas des mardes. On en a quand même pas mal, là, du monde pas mal cool qui nous suivent. Mais je veux juste être certain de le plugger avant que je l'oublie, Jake, parce qu'on y a fait mention, mais saison 3 de Terre Kaiju, le spin-off des Mystérieux que tu fais avec Simon Chénier dédié aux grosses bébites qui se tapochent, est revenu, il n'est pas sous forme de POG la semaine passée. As-tu une petite plug à faire par rapport à ça? Mais écoute, c'était tellement le fun parce que, bon, ben, j'ai enregistré chez Simon parce qu'il y a tout l'équipement nécessaire pour faire ça live. Acheté grâce au membre Patreon. Exactement, puis on le mentionne à chaque épisode. Ben oui. Fait que c'est ça, tu sais, c'était vraiment genre la soirée parfaite, là. Je suis arrivé chez eux, on s'est caldé de la pizza, on a écouté le film, puis après ça, on s'est fait un petit café, puis là, on a enregistré l'épisode. Puis c'était drôle parce que ça, je l'ai coupé dans le montage, mais Simon était nerveux.
Ah ouais? Parce qu'il était comme... Ça fait tellement longtemps qu'on s'est pas vu. Puis ça fait tellement longtemps qu'on n'a pas fait de Terre Kaiju que, genre, je suis excité. Je suis nerveux, mais je suis excité aussi. Fébrile. Parce que je veux que ça soit bon, tu sais. Puis là, moi, j'ai commencé à rire de lui, disant que... J'ai commencé à rire de lui. J'étais fier de l'intimider à ce point. Puis, ouais, ça revient à toi. Puis après ça, j'étais comme, non, mais on s'en crisse, on fait un show relax, whatever, pas de pression. Puis finalement, genre, on a eu au moins 3 éclats de rire intenses, fait qu'on s'est fucking fait du fun. Je suis parti de là avec un gros smile dans la face, puis quand je suis arrivé chez nous pour éditer le show, je l'ai réécouté, puis là, je riais, puis là, je suis allé voir sur YouTube si la fameuse scène du Pack des loups était disponible. Je suis allé la voir, la scène du Pack des loups. C'est quelque chose. Les semaines, dans le making-of, le gars, il y a un le réal, je m'excuse, le réal, il est coquin. Ah oui? Le réal est comme, oui, on a décidé de faire une transition classique, puis là, finalement, ben... Puis là, tu vois qu'il sourit, mais qu'il se retient un peu. Là. Pour les gens qui ne savent pas ce qui se passe, c'est qu'il y a comme une transition. Monica, on la filme, alors c'est des ballons, quoi. Ça rappelle des montagnes. C'est comme, what the fuck, man? C'est n'importe quoi. Là. Puis, fait qu'il y a une transition sur la poitrine de Monica Bellucci qui devient des montagnes dans le film. Fait qu'il y a une transition du même genre dans le film dont vous avez parlé, qui est Godzilla de 84. Exact. Tout le long, vous parlez des yeux un peu weird de la popette de Godzilla. Voyons, il me semble qu'il faisait peur, ce Godzilla-là. J'étais allé le voir, puis Chris, que c'est vrai qu'il a l'air pas tout à fait présent. Il faisait peur pour un petit gars de Satan, parce que c'est vraiment la transition entre le Showa et le Heisei era. Heisei qui est beaucoup plus edgy, réaliste, dark. Showa qui est vraiment genre « Oui, je suis Godzilla ». Puis c'est là qu'il fait le safety dance. Il slide sur sa queue. Puis il y a le bébé Minizilla aussi qui est là. On l'a eu, lui. Fait que ça, c'est comme la transition entre les deux. Fait que tu sais, tout est dark dans le film, sauf ces hosties d'yeux de mopette, genre, qui louchent puis qui check, genre, tu sais, tout croche. Fait que c'est vraiment intéressant, mais on s'est fait beaucoup de fun. Puis là, écoute, moi, j'ai pris un paquet de notes pour les épisodes à venir, mais sont quasiment toutes bookées. OK. Fait qu'on sait en esti où c'est qu'on s'en va. Là. Bon, ben génial. Simon, il le sait pas, mais moi, je le sais. C'est bien. Le podcast est disponible sur notre site Internet puis sur toutes les plateformes de podcast. Ça s'appelle Terre Kaiju. D'ailleurs, j'ai d'autres plugs à faire parce que durant la semaine passée, puis le week-end, puis encore hier, j'ai appris quelque chose, puis je vais vous en parler, les gars et les gens à la maison. Je me suis rendu compte, tabarnak, on en crée du contenu, là. C'est assez hallucinant. Terre Kaiju qui vient de sortir, 3e saison. Et là, il y a tous les épisodes de Terre humaine chez Isidore. Pour remettre en contexte, c'est le podcast sur la télésérie Terre humaine qui est disponible en exclusivité sur notre Patreon, qui reste exclusif pour l'instant sur le Patreon, donc à l'avance, mais qu'on a tout mis disponible sur le site Internet et le podcast est disponible partout. C'est très niché, là. Très, très niché. C'est brun longtemps, là. Je vous avertis tout de suite. Mais Étienne Forêt et Simon m'avaient demandé depuis longtemps de le mettre. Puis à un moment donné, je me suis juste botté le cul puis je l'ai fait durant le week-end. Fait que tous les épisodes sont sur notre site, sont sur les registres de podcasts. Donc Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, toute la gang sont là. Fait que c'est ça. Si vous ne donnez pas au Patreon, la petite gang de cheap, vous pouvez avoir accès quand même au podcast. Il est disponible maintenant sur notre site. Et en plus, hier soir, j'ai appris que Noël Chizdor va avoir son premier live devant public. Ouais. Le vendredi 30 décembre prochain, donc dans la période Marc Hervieux, Gandalf qui gambade dans le bois, référence à Noël Chizdor. À 18h, ça va se passer au cinéma public. Donc, c'est une série de, je pense, c'est 2 courts-métrages ou moyens-métrages suivis d'un enregistrement d'un podcast. Le film en question, c'est Un Père Noël d'occasion et il y a un deuxième film qui va être annoncé. Donc, c'est vraiment le premier enregistrement de Noël Chizdor devant public. C'est malade. C'est malade. Si vous voulez vous acheter des billets, vous allez sur Cinéma Public, c'est au masculin, public.ca. C'est le, comme je l'ai mentionné, vendredi 30 décembre à l'adresse le 505 Jean Talon Est. Donc, ça c'est dit. Puis là, probablement que Simon, la semaine prochaine, va pouvoir nous donner plus de détails là, sur tout ce qu'il y en est. Donc, ça, c'est une autre grosse nouvelle. Puis il me semble que j'avais autre chose aussi. Oui, j'ai autre chose.
Noël, c'est la semaine prochaine, guys. Donc, théoriquement, arrête de le répéter. Je sais, mais je l'ai comme... Ça me fait capoter. C'est stressant. Notre spécial de Noël, c'est cette année, le vendredi 23 décembre. Donc, ça, à partir de 20h, sur toutes nos plateformes. Ça va être disponible, comme à l'habitude aussi, en balado par la suite. Je dis la semaine passée, j'ai invité les gens à laisser un petit message vocal pour qu'on puisse le faire passer durant l'émission. Là, c'est parce qu'on n'a plus de jeu. Là. C'est maintenant que vous devez le faire. Moi, dans ma tête, là, Noël, c'est encore dans 3 semaines. C'est pas dans 3 semaines. Donc, si vous voulez laisser un commentaire, suggestion, juste nous dire un joyeux Noël, une bonne année, l'adresse Internet, c'est speakpipe.com/mystérieux avec un E après le X. Donc, Speakpipe, c'est speakpipe.com/mystérieux E avec un E à la fin après le X. Je mets tout le temps, anyway, l'adresse sous la publication Facebook et ailleurs. Sur Discord, je le partage aussi. S'il vous plaît, c'est pas besoin d'être compliqué. Il y a bien des gens que ça les gêne, mais ça serait le fun de vous faire participer en fait à l'émission comme l'année passée. Je pense que ça a été un des highlights de vous entendre. Ouais. Donc, un commentaire, question, juste nous souhaiter joyeux Noël, une bonne année. Anecdote, whatever. Une anecdote, Phil, whatever. Tu pourrais appeler et juste dire « Moi, par Noël, j'aimerais ça du Voiré Gorlot », puis on serait heureux. Là. Ah oui, on serait bien content. On serait bien content. Donc, c'est toutes mes annonces. Gorlot, Père Noël. Hein? Ouais, il y a des chances qu'il y ait ça, les animaux. C'est ça. Comme ça, moi, les années de Noël. Phil qui s'est acheté un nouveau chat aussi. Avec un nouveau chat. Ouais. Et, c'est tout ce que j'avais. J'avais pas mal d'annonces, mais regardez tout ce qu'on fait. Là. C'est assez incroyable. C'est assez vertigineux. Monsieur Gauthier, veux-tu commencer une nouvelle cette semaine pendant que je bloque les bots qui veulent nous vendre des talismans pour mieux aller? Caroline, c'est une plaie. C'est vraiment une plaie. Ben, avant de commencer, j'aimerais remercier Jake qui m'a partagé la bande-annonce du prochain film réalisé par Brandon Cronenberg, Infinity Pool. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas Brandon Cronenberg, vous vous en doutez peut-être, par contre, c'est le fils du célébrissime David Cronenberg qui se passe de présentation. Si vous avez jamais vu de film de bébé Cronenberg, dites-vous que c'est un film de David Cronenberg réalisé par son fils. Donc, la pomme n'est pas tombée très loin de l'arbre. C'est même l'arbre, Colin. C'est même à la limite... moi, je pense que... En tout cas, je le connais pas, le Brandon. Peut-être qu'il est bien heureux de ça, là. Mais ça doit être lourd à porter. Je pense à Joe Hill, l'intelligence qu'il a eu de changer son nom. Puis ça fait qu'aujourd'hui, quand il se fait parler de ses nouveaux projets, de whatever, il se fait pas dire... Puis ton père, lui, c'est quel le livre que tu préfères de ton père? C'est quelle adaptation que tu préfères de ton père? Puis Brandon Cronenberg, en entrevue, je n'ai écouté une coupe à cause de Possessor. Puis ça a l'air lourd, là. Puis le gars, il est comme... Ouais. Puis le gars, il est comme... Mon père, je l'aime, là. Je l'adore. Mais genre, quand vous me parlez de tel film ou tel film, pour moi, c'est fucké raide. Parce que, j'étais sur le plateau de tournage où j'avais 8 ans, là, c'est ça. Fait que je peux pas le voir comme vous autres, tu sais. Puis l'affaire qui doit être gossant, c'est que c'est immanquable, chaque fucking entrevue. Puis en plus, il fait un style similaire à son père, dans le sci-fi philosophique body horror. Comme Joe Hill, sa plume est très proche, où les sujets sont très proches de ceux de son père. C'est pour ça que je pensais qu'il était pour quand même bien prendre ça, parce que il a vraiment l'air de reprendre le flambeau, puis de dire comme, moi, je continue une certaine mission, là, ou une certaine avenue qui a été commencée par Papa Cronenberg. C'est pour ça que ça me surprend un peu qu'il trouve ça lourd, parce que il a vraiment il a pris consciemment la décision là, de suivre les traces là, d'un chemin qui était déjà défriché. Là. C'est l'accumulation. Une fois durant l'entrevue, ça doit être une chose. C'est à ça, chaque entrevue, on te parle de ça. C'est sûr que ça doit être... Tu te poses des questions. Est-ce que j'ai une carrière parce que je suis bon ou parce que c'est mon père? C'est sûr que ça doit y venir à l'esprit. Là. Puis pour ceux qui... il y a peut-être des gens à la maison qui ne savent pas quel genre de film Cronenberg fait. Donc, une petite définition comme ça, c'est un film avec beaucoup de Cronen et beaucoup de Burke. Mais là, vous me disiez, là, ça, comme... vous allez me dire, là, Gauthier, tu dis n'importe quoi, c'est vrai dire un Cronen. Bien, imaginez-vous une machine weird avec des appendices de chair sanguignolant qui soignent du pu. Ça, c'est un Cronen. C'est très ma définition d'un Cronen. Ouais. Cronen. Fait que...
Bon, Infinity Pool, si vous voulez, je peux vous résumer le trailer. S'il te plaît, je l'ai même pas vu, moi. Je sais même pas que vous parlez. C'est prévu pour sortir en mars 2023, mais c'est pas encore officiel, mais c'est prévu pour mars 2023. Ça met en scène les personnages de James et M. Foster qui partent en vacances sur une île balnéaire rejoindre leurs amis bourgeois. Jusqu'ici, tout va bien. Ah ben là, on est dans un film français ou dans un film de Cronenberg? C'est ça. Donc, James est en quête d'inspiration pour le roman qu'il tente d'écrire depuis 6 ans. Je me suis beaucoup retrouvé là-dedans. Là où je me suis moins retrouvé, c'est qu'il va être impliqué dans un accident de la route où il va tuer quelqu'un. Et pour éviter la peine capitale que les autorités locales lui imposent, on est comme sur une espèce d'île genre imaginaire qui n'existe pas vraiment dans notre réalité à nous. Là. C'est comme une espèce de monde parallèle où si tu tues quelqu'un, tu es passible de la peine de mort, puis il n'a pas l'air d'avoir tant de procès. Là. Il a l'air d'avoir comme un dude qui dirige l'île, qui décide comme des peines qui sont données. Donc, pour éviter la peine capitale, il va s'acheter un clone qui va être sacrifié à sa place, donc qui va mourir à sa place. Puis, à partir de là, dans le trailer, on ne sait pas plus trop tant ce qui se passe. Là, on brouille les cartes. Là, il s'ensuit une espèce de farandole d'images troublantes qui nous rappelle genre un peu de Purge avec un soupçon psychotronique tout Cronenbergien. Moi, je suis vendu. Ouais. Si jamais vous n'avez pas vu des films de Brandon, de bébé Cronenberg. D'ailleurs, c'est ma blonde qui haït les films de Cronenberg, qui l'appelle comme ça. Fait que copyright à Alexandra. D'ici mars 2023, si vous voulez, je vous recommande de visionner Antiviral et Possessor, qui sont ses 2 premiers longs métrages. Ah, l'affiche me donnait mal au cœur. J'avais de la misère. Je me disais, je peux pas voir ce film-là. Possessor? Ouais. Ouais, c'est assez troublant. C'est quand même plus soft que Antiviral. Okay. C'est 2 thrillers dystopiques avec une bonne dose de body horror. Là. Le premier, Antiviral, ça prend place dans une société où la population a développé une espèce de fascination comme vraiment malsaine pour le végétariat, au point où ils sont rendus à acheter des maladies contractées par genre leur star favorite. Donc, il y a des gens qui vont comme s'injecter, mettons, l'herpès buccal de Beyoncé. On n'est pas si loin que ça. Hein? Il y a des gens qui vendent... Je me souviens, il y a une couple d'années de ça, il y avait Paul McCartney qui avait été dans un événement, puis s'était mouché, quelqu'un avait récupéré le Kleenex, puis avait vendu ça sur eBay. Puis je me souviens que quand nous autres, à Fantasia, on a reçu Takashi Miike, il s'était gratté un genre de petit bobo sous le menton. Et il avait commencé à saigner le sang que le calice dans les Kleenex, puis il l'avait mis dans la poubelle, puis je me souviens que j'étais devant la poubelle, je m'étais dit, pour vrai, là, je pogne ce Kleenex-là, je pourrais le vendre sur eBay. On n'est pas si loin de la réalité. Puis tu me dis ça, puis comme je pensais justement à la prémisse de ce film-là, puis je me disais, tu sais, c'est pas possible. Ça n'a pas de bon sens, c'est vraiment far-fetch. Mais en même temps, t'as pas tort qu'il y a quand même des petites clés dans notre réalité à nous qui nous indiquent que ça c'est quand même vraisemblable, à la limite. Là. Mais l'intrigue est vraiment bien là, dans Antiviral. Là. On suit un vendeur un de ces vendeurs de maladies là, qui fait comme qui fait des deals sur le side, comme pas pour la compagnie qui l'a engagé. Puis il est pris dans une espèce d'imbroglio de crosse le jour où il décide de trimballer un virus inconnu en se l'injectant lui-même. Très bonne idée. Bravo, garçon. Donc, il y a beaucoup de Cronin et beaucoup de Burke au menu dans ce film-là. Il y a, comme la scène finale est vraiment... j'ai juste le mot en anglais dans la tête. Vas-y donc. Disturbing. C'est très dérangeant. Perturbante. Oui, très dérangeant. Je ne sais pas si tu vas être d'accord avec moi, Jake, sur Possessor. On joue vraiment plus dans l'état de la science-fiction classique avec celui-là. Tu sais, comme je suis moins un spécialiste du body horror puis de ces affaires-là, là, mais c'est quand même plus soft. Fait peut-être que Ben, tu pourrais commencer par Possessor. Ouais, c'est plus un film de science-fiction expérimentale qui te joue dans la tête. Là, là aussi, là, c'est une intrigue avec... si tu veux décrire le film, go for it. C'est une assassine qui travaille pour une organisation qui possède une technologie qui permet de prendre possession d'un autre corps pour effectuer son meurtre, en fait. Puis
Mais c'est ça, l'élément perturbateur, c'est qu'un jour, elle reste prise à l'intérieur d'un de ses avatars, là, si tu veux. Là. Donc, un des corps qu'elle va posséder. Puis, mais c'est ça, malgré les pas pires scènes de défonçage de crâne, là, c'est props à Brandon pour ces scènes-là. Là, c'est très, très, très... Ça coupe rien. Il n'y a pas de fondu au noir où tu vois tout, là, mais c'est quand même plus subtil qu'Antiviral. Puis ça rappelle un peu de Peripheral de William Gibson. Mm-hmm. La série dont tu as parlé il y a 2 semaines environ. Ouais, c'est ça. À la fois, le roman que la série, là, je pense, là, c'est comme un peu le même concept de base. C'est-à-dire que quelqu'un peut télécharger sa conscience dans le corps de quelqu'un d'autre ou, dans le cas de Peripheral, un robot là, aussi. Là. Donc, c'est Peripheral avec plus de Burke. Mais pas tant de Cronin. Est-ce que c'est le genre de film où on est dans le questionnement de qu'est-ce qu'est la réalité, puis on est dans une simulation, blablabla? Moi, parce que pour vrai, cette thématique-là, autant que je la trouve fascinante, elle m'angoisse. Il y a de quoi de très angoissant pour moi. Tu sais, des fois, je me dis, c'est la simulation qui me donne des indices quand on parle de ça. C'est comme Jake, ça arrive souvent, tu vas me parler, j'ai vu telle affaire, puis l'idée de la théorie de la simulation. Puis je suis comme, tabarnak, c'est-tu un avatar qui est en train de me donner des indices? Ou qu'est-ce qui se passe là? C'est moins pire qu'Existence. C'est comme Existence, qui était faite par son père, d'ailleurs. C'est ça. Était frustrant. Là, moi, c'est comme regarder Existence, là, je me gratte. Là. Genre, je suis litière. Je suis comme, tabarnak, va chier, man. C'est trop. Puis c'est là que je trouve que peut-être qu'un jour, on va plus parler de Brandon Cronenberg que David Cronenberg. Là. Il est encore très jeune, il est au début de sa carrière, puis j'ai l'impression qu'il y a déjà quand même un certain sens du dosage dans ce qu'il fait. On n'est pas dans Vidéodrome, là, mais puis je veux dire, le cinéma a évolué là, depuis ce temps-là, là, mais vraiment, je vous conseille, si vous ne connaissez pas l'œuvre de... On va arrêter de l'appeler Bébé Cronenberg, parce qu'il va trop marcher. Il parle peut-être français, les Canadiens aussi, là. Ben imagine. Oui, notre show, on l'a vu, là, malheureusement, des fois, ça fait heureusement et malheureusement, ça fait des vagues. Donc, qui sait s'il est en train de t'entendre parler depuis tantôt, puis il est comme Go chill, Angevin, that fucker's gonna pay. He's in my book. He's in my book now. Yeah. Mais moi, d'ailleurs, ça me fait toujours un petit velours quand je commence un film de Cronenberg, puis je vois financé par Téléfilm Canada. Puis je suis comme. C'est rare, tu sais, c'est rare qu'on voit. Du financement public aller dans ce genre de films-là, puis j'espère en voir plus. D'ailleurs, je vais vous parler d'un film québécois tantôt que j'ai vu parce que je pense que, en tout cas, s'il n'est plus, il l'a déjà été, mais le réalisateur de Très belle journée qui a fait Jusqu'au déclin, que Jake tu as vu sur Netflix. Ouais. J'ai reçu, en fait, l'agente de presse m'a envoyé une copie physique de son dernier film, Très belle journée. Qui est sur Crave, en passant. Sur Crave aussi, pour les gens qui s'intéressent. Puis j'ai full aimé ça. Puis ça commence avec, justement, une espèce de séquence qui rappelle, disons, une simulation, un genre de map en 3D. Puis le personnage principal, qui est un courtier à vélo, se pose des questions par rapport à ce qui est la réalité. L'idée, est-ce qu'on est dans une simulation ou pas? Donc ça revient. Hein, tu vois que c'est dans l'air du temps. Puis dans la même semaine, j'ai vu Neil deGrasse Tyson qui parlait de « Ouais, c'est une théorie que j'aimais dans le temps, puis maintenant, je vous explique pourquoi j'y crois plus. » Je suis comme « Arrête, simulation! Arrête, là! Dis-moi-le! Moi l'accepter! Arrête de me teaser! Là, tu joues à footy avec moi. Là. Des firewalls. Oui, mais justement. En tout cas. Mais je ne l'ai pas vu encore, Très belle journée, mais je l'ai mis dans ma liste Crave. Je vais écouter ça avec ma blonde cette semaine, je pense. Excellent. Peut-être le dimanche, votre dimanche cinéma. On suce. Oui, je voulais pas que tu ailles. Bon. Ben, merci, Gauthier. Ouais, ça, c'est. En tout cas. Possessor est sur Netflix. Nice. Ouais. Je vais le mettre dans ma liste. J'ai pas genre 60 films en liste déjà, mais je vais le rajouter à ma liste. Mais je vais continuer sur la lancée que Gauthier a startée avec le Trailer Talk, parce qu'il y avait un autre film, moi, qui m'a beaucoup, que je ne savais pas que ça en venait, puis quand j'ai vu le trailer, j'ai fait « Holy shit! Moi, l'année que Parasite a gagné le meilleur film aux Oscars, je me suis tout tapé les films de Bong Joon-ho. J'en avais vu une coupe avant. J'avais vu au moins 3-4 films avant, mais on s'est tout retapé, Gab et moi, ma blonde et moi. Puis c'est vraiment un réalisateur extraordinaire.
Donc... Les Coréens, ils font du Christ de bon cinéma en partant. Oui. On parle de Mickey 17. Mickey comme Mickey Mouse. Ouais. 17. C'est son prochain film. Le trailer, c'est plus un teaser que d'autres choses. C'est juste un mouvement de caméra qui avance vers Robert Pattinson, qui a l'air d'être dans un truc pour scanner, là, genre un genre de... Ouais, résonance magnétique. MRI. MRI, c'est ça que je cherchais. Oui, c'est la résonance magnétique. Ouais. Puis il est à l'envers, puis ça fait juste comme zoomer sur lui, puis c'est tout. Fait que là, direct en partant, je suis comme tabarnak, Pattinson, toi, man, t'as décidé de. Là, ça fait comme presque 10 ans là, qu'il fait juste des bons films. Là. C'est un très bon acteur. C'est assez incroyable. Mm-hmm. Puis tu sais, là, il travaille avec Bong Joon-ho. C'est comme. Bon, ben, Colin. Post-Oscar. C'est comme, OK, ça va bien. Puis c'est Batman. Ça n'arrête plus, là, ces affaires. Fait que c'était avec lui aussi un autre acteur que j'aime beaucoup qui était dans Nope, qui est coréen aussi, c'est Stephen Yeun. Oui, cool. Il était dans The Walking Dead dans le Walking Dead. Dans Mayhem aussi. Et les gorlots verts préférés de tout le monde, Mark Ruffalo. Moi, Hulk. Aimerait ça d'ivoire. Aimerait ça d'ivoire. Fait que ça met en vedette ces trois gars-là. Mais là, après ça, j'étais comme, OK, c'est beau le teaser, mais de quoi ça parle? Mm-hmm. Fait que je suis allé voir et c'est tiré d'un roman de Edward Ashton. Puis j'étais comme, petit Ashton. Prochaine fois, je vais à Québec. Je pense à ça. Comment? Pas si bonne que ça. Non, c'est dégueulasse. Je suis désolé. Là, non, vous savez pas de quoi vous parlez. C'est dégueulasse. Non, elle est pleine de gélatine. Les gars, de quoi vous parlez? Tu m'as amené là une fois. Puis c'est la dernière fois que c'est la meilleure poutine Fuck off. de Québec. On a tous été malades, sérieux. Ouais, mais ça là-dessus, c'est anecdotique. C'est comme, la dernière fois que j'étais chez McDo, il était malade. Oui, mais la dernière fois que tu étais chez McDo, t'étais sa brosse. Fait que probablement que c'est pour ça que t'étais malade. Ouais, on était sa brosse. Ouais, c'est vrai que Ashton est souvent accompagne la brosse à 4 h du matin. Il fallait absorber l'alcool. Donc, ce qui est vraiment fascinant du livre qui s'appelle Mickey 7, fait que je ne sais pas pourquoi Bong Joon-ho a rajouté un 1 en avant du 7, c'est que c'est un livre qui est sorti en 2022. Oh, c'est récent. Ouais. Fait que t'es comme, hein? OK. Fait que ça veut dire que il y a un agent quelque part qui a pogné le roman avant qu'il soit publié, qui l'a pitché à l'agent de Bong Joon-ho. Je ne sais pas comment que ça fonctionne, mais... Ça a peut-être été développé en parallèle comme 2001. Le roman puis le film avaient été travaillés en parallèle. Exact. Puis tu sais, après ça, je me demandais... j'étais comme, me semble Jurassic Park, c'était une affaire similaire aussi. Tu sais, genre, le roman, il est sorti, puis le film, il est sorti un an après. Je sais que le roman, il est sorti avant, mais me semble qu'il n'est pas sorti genre 7 ans avant, là, tu sais. Puis Jurassic Park, ça a pris 4 ans à faire, effectivement, à un moment donné. On nous apprend que Aston ferme à 21h maintenant. Où s'en va le monde? Où s'en va le monde? Merci, Carl. À quoi sert Ashton, rendu là? Ben ouais. Ben là, pourquoi? Startez-vous une succurale à Montréal. Moi, y aller Es-tu malade? Moi, y aller. Non, justement, je suis pas malade quand je vais là. J'ai un délice, je régale. Il est vite. Tu sais qu'il va y vite. Fait que, voulez-vous savoir c'est quoi l'histoire? Oui. Mickey 17, fait que c'est l'histoire d'un gars que sa job, c'est de mourir. Super. Donc, lui se fait envoyer dans des missions spatiales, mais genre que c'est impossible d'en revienne. Là, fait que genre, mettons, aller installer un esti d'affaires sur le satellite, mais genre sur la deuxième lune de je sais pas trop quoi, puis genre tu peux pas revenir de ça. Sauf que, un peu comme dans la run présente des X-Men, il y a une espèce de technologie que tu peux downloader toute la conscience de quelqu'un et la réinstaurer dans un nouveau corps. Okay. Comme dans Altered Carbon. Yep. Ouais. Un peu. Fait que c'est l'histoire de ce gars-là qui a accepté la job, puis qu'après 2 secondes, parce que lui, il se fait vendre ça comme, ben, tu vas devenir immortel, Puis après, genre, 2 missions, il fait, fuck, dans le fond, je suis condamné à juste mourir, puis souffrir, puis bad tripper, puis pour forever. Parce que quand l'autre se réveille, je crois qu'il y a les souvenirs même. Fait que ça s'accumule.
À ce niveau-là, je ne suis pas prêt à mettre ma main au feu non plus. C'est un détail que je ne suis pas sûr. Là, mais bref, l'histoire est que Mickey 7, finalement, il survit une mission. Et il réussit à revenir à son poste. Mais là, il y a Mickey 8 déjà qui est là. Oh. Fait que c'est un peu ça l'intrigue. Puis il paraît que c'est comme un thriller sci-fi. Fait que thriller sci-fi avec Robert Pattinson puis Bong Joon-ho qui réalise. Moi, on veut le voir. C'est ça, on veut le Ça voir. sort quand? T'as-tu une idée de la sortie? Aucune date de prévue, mais tu sais, je veux dire, le teaser il est sorti. Fait que d'après moi, 2024, genre. Mm-hmm. Puis l'auteur du roman, c'est-tu un Coréen ou un Américain, sais-tu? Edward Ashton. Ah ouais, Edward Ashton. Ashton, ben oui. C'est pour ça qu'il parle d'Ashton depuis tantôt. C'est pas juste parce qu'il veut manger de la poutine. J'ai écouté une entrevue avec lui. Il parle anglais. C'est un anglophone. Ça a l'air d'un Américain, mais peut-être Canadien aussi. On sait, des fois, là, on évite à juger que c'est des Américains, mais c'est des Canadiens. On exporte notre talent canadien. Jim Carrey, tu sais. Ben oui. Comment il va, lui? Il va-tu mieux? Ben, il a l'air à s'être calmé un peu, mais le gars, il a perdu les pédales depuis un bout. Là, il est pas... c'est normal, man. C'est normal. L'humain n'est pas fait. Tu sais, c'est comme Will Smith. Là. Ouais. L'humain n'est pas fait pour, genre, gagner des milliards de dollars parce que, genre, tu joues dans des films. Là. Ouais. Puis là, tu commences à parler de toi comme une entité d'amour. Là. Puis t'as-tu vu son entrevue qu'il a faite, par contre, avec Trevor Noah du Daily Show, qui vient de quitter, d'ailleurs, le Daily Show là, la semaine dernière, mais il a fait une entrevue dans sa dernière semaine ou son avant-dernière semaine, c'est environ 26 minutes, puis CTV met les clips en intégralité sur leur chaîne YouTube, si ça vous intéresse. C'est comme ça que je suis tombé là-dessus. Puis, tu sais, il en parle, il n'y a pas le choix d'en parler, puis, tu sais, je veux pas dédramatiser ni pas condamner ou condamner, tu sais, je suis pas en train d'excuser rien, là. Mais je pense que le gars, il a juste pété une coche. Puis là, je dis juste avec des guillemets radiophoniques. Puis, tu sais, tout le monde pète des couches. Là. Fait que c'est une Christie de coche, par exemple, qui a perdu, là, qui a pété. Ouais. Mais il en parle. Je pense que le gars, il l'assume complètement. Puis aussi, c'est la grosse différence, c'est qu'avec ces méga vedettes-là, c'est que tout est filmé, tout est reporté, tout est jasé, tout est analysé, tandis que moi, la dernière fois que j'ai pété une coche, personne n'était là, puis tout le monde s'en écrissé, puis une semaine après, j'en parlais pas à personne, tu sais. Mais Dieu sait que j'ai encore mal à certaines places que je mentionnerai pas ici. OK. Je pensais que tu allais parler, Jake. C'est mauve, puis ça a infecté. OK. Je pensais que tu allais parler de la bande-annonce du Hellboy Web of Weird, Ça, c'est ma prochaine nouvelle. YRD. Ah ben, je t'appliquerai pas d'abord. Ben, j'ai pas d'informations anyway là-dessus, mais ça a été dévoilé durant le Game Awards, puis je te l'ai envoyé, puis j'étais comme, oh my God, il y a un jeu de Hellboy qui s'en vient. Mais on en reparlera tantôt. Yes. Hey, moi, j'ai une petite nouvelle concernant Ghostbusters, parce que vous le savez, c'est mon film préféré. Il y a beaucoup de changements, en fait, qui viennent d'être confirmés du côté du prochain film, parce que, oui, Ghostbusters Afterlife va avoir une suite, là, c'était certain. Le premier week-end de sortie en 2021, ça a remporté quelque chose comme 44 millions pour 200 millions à travers le monde, donc évidemment, une suite allait être faite. Puis Sony est assis sur cette propriété-là depuis très longtemps. Je pense qu'ils sont bien contents d'avoir fait un genre de pseudo 3, avoir amené certains personnages, puis maintenant finir par passer le flambeau avec une nouvelle équipe, peut-être avec des legacy characters, mais on va aller de l'avant. Eux autres, c'est comme une propriété qu'ils veulent exploiter depuis quand même longtemps. Le Ghostbusters Afterlife, ça a été coécrit par Jason Reitman, qui est le fils de Ivan Reitman, qui est décédé l'année passée, et Gil Kenan. Je ne sais pas si le nom vous dit quelque chose. Gil Kenan, c'est un réalisateur aussi. Il a fait entre autres Monster House, A Boy Called Christmas, et le remake de Poltergeist 2015, qui est quand même pas si pire. J'avais bien aimé. C'est pas à la hauteur de l'original, là, mais c'est quand même pas si pire. Donc les deux s'étaient partagés la job de scénariste, et Jason Reitman avait réalisé Ghostbusters Afterlife. Et là, tu as Deadline qui confirme que les rôles ont été renversés. C'est Gil Kenan qui va réaliser la suite de Ghostbusters Afterlife. Et Jason Reitman reste à bord en tant que co-scénariste et producteur du film. Il faut dire que après le grand succès, Sony avait vraiment pris les devants, avait signé les gars pour des jobs de production. Il avait déjà commencé à écrire le nouveau film qui s'appelle Ghostbusters Firehouse. Ça, c'est le titre de travail, si vous voulez. Et on n'a pas vraiment de détails concernant l'histoire, mais on sait qu'ils vont sûrement revenir à New York avec le retour de Paul Rudd, Carrie Coon, on a...
Je cherche le nom de la jeune actrice. McKenna Grace et Finn Wolfhard. Ça, c'est le dude de Stranger Things. Et sa sortie est prévue pour le 20 décembre 2022. Go for it, man. Moi, j'avais bien aimé Poltergeist. Attends, 20 décembre 2022. Ouais, 23, pardon. 23. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est la semaine prochaine. Hey, tabarnak. Je pense que mon cerveau, s'est dit, là, c'est parce qu'il veut ça. Il veut ça, Ouais, c'est il ça. veut ça. On n'est même pas, on est plus qu'un an plus tard. Là. Mais ouais, ça s'en vient. Fait que Ghostbusters, suite d'Afterlife, l'année prochaine. J'ai bien hâte de voir ça. Vraiment ça, attends, tant qu'à faire des vagues dans l'univers, tu sais. Moi, là, je mangeais un hot dog en background dans Ghostbusters, puis je suis immortalisé comme ça, puis que toute mon existence se résume à ça, je serais bien correct. Fait que si c'est tourné à Montréal, je dis ça, mais je dis rien, là. Ça me dérangerait pas, moi, d'être le gars qui mange un hot dog. ouais. C'est le fun. Moi, je suis. On pourrait faire du New York à Montréal. Oui, on en fait. On en Pseudo fait New ça. York. Là. Ben oui, ils ont Ben tourné le dernier Scream ici à Montréal, puis c'est Ben New ouais. York. Je suis un groupe sur Facebook, c'est le groupe officiel de Midjourney, l'application qui utilise des algorithmes pour créer de l'art. Et il y a ce que j'aime voir, c'est les mash-ups que les gens font, parce que là, il y a une nouvelle version de Midjourney, puis c'est encore plus débile qu'avant. Puis c'est Ghostbuster in the Shell. Oui, c'est Ghostbusters et... Et Ghost in the Shell. ouais. Puis pour vrai, je suis comme, hey, j'écouterais ça, moi. Ça sort super bien. Tu l'as partagé Ouais. sur ton Facebook, puis j'étais franchement impressionné. Tu reconnais en fait les influences des deux franchises, puis c'est la puissance de heureusement et malheureusement de ces applications-là, c'est qu'ils sont capables de distiller l'essentiel des deux styles puis les marier. Mais ouais, ça a l'air cool. Ça a l'air vraiment cool. Ben ouais. Il y a un compte aussi Instagram que je suis, malheureusement le nom m'échappe, mais c'est un fan de Ghostbusters et de Teenage Mutant Ninja Turtle. Donc c'est comme des mash-ups. Il va comme pogner des vieilles figurines. Il y a du monde qui ont fucking du talent, là, puis qui vont créer des nouvelles figurines à partir de vieilles figurines. Puis c'est vraiment hot son stock. Là. Les deux franchises fonctionnent très bien une avec l'autre. Puis les deux se passent à New York. Fait qu'est-ce que tu veux C'est faire? ça. Ben ouais. Ouais. Vas-y donc, mon Gauthier. Et là, je vais vous parler de mon sujet favori. Les couvertures de livres. Non. Grosse avancée dans le domaine de la fusion, messieurs. La fusion. Ouais. Et Ok. là, je vous parlerai pas de Dragon Ball, Ah! mais bien de fusion nucléaire. Yeah! Toi, tu m'as déjà genre vulgarisé ça dans un char, dans une ride de char, en genre 10 minutes. Puis Ouais. honnêtement, ça me n'aurait pris genre 45. Fait que Parce que tu m'as expliqué ça, puis j'étais comme, hein? Ben, OK. merci. Puis j'y repensais après, puis j'étais comme, j'ai rien compris. Ah, ben, Pas parce que tu l'as mal expliqué, mais parce que c'est quand même complexe hein, comme patente. Là. Ouais, ben on pourrait réessayer. let's go. Ton spécial fusion nucléaire. C'est ça. Yes! Ben, je vous ai parlé la semaine dernière de la BD Le Monde sans fin, Oui. dans laquelle il est question des moyens qui sont à notre portée pour répondre à la crise des changements climatiques. Et une des hypothèses importantes de la bande dessinée en question, c'est que la fission, donc la fission nucléaire, serait encore un des moyens de production énergétique les plus sobres en carbone. Donc, qui nous aiderait le plus à combattre les changements climatiques. Mais ça pourrait être éventuellement, et je dis bien éventuellement, changé avec l'arrivée de la fusion nucléaire. C'est pas la Donc, même chose. Non, c'est ça. La fusion, c'est une méthode de production d'énergie, contrairement à la fission où on divise un atome pour produire de l'énergie. On fusionne deux atomes. Donc, jusque-là, tout ça, ça va. Donc, à la place de faire crack, puis là, il y a de l'énergie, c'est que tu vas se faire rentrer dedans deux atomes pour créer de l'énergie. Donc, c'est de fusionner avec des puissants lasers, des isotopes d'hydrogène ensemble pour créer du plasma. Puis du plasma, c'est une espèce de soupe, là, une soupe atomique, comme on retrouve dans le Soleil. Fait que, tu sais, quand vous regardez des vidéos là, ou des reconstructions 3D de ce qui se passe dans le Soleil, ça, c'est un genre de plasma. Donc, on essaie de recréer ce qu'il y a dans le Soleil dans un réacteur Puis sur Terre.
Puis donc, Gauthier, l'angoisse existentielle que je ressens quand je regarde des simulations 3D du soleil puis mon insignifiance dans l'univers, ça fait-tu partie de la fusion, de la fission ou c'est autre chose? C'est autre chose. OK. Parfait. OK. Ouais, on peut pas contrôler ça avec des champs magnétiques, malheureusement. Puis le gun plasma dans Doom, c'est-tu comme il pitch du soleil dans le fond? Oui, en fait, parce que ultimement, tu peux en théorie, tu pourrais réduire cette technologie-là pour faire éventuellement des moteurs de fusée et éventuellement des guns si on est une civilisation full avancée qui réussit à contrôler le plasma. Je vous laisse deviner qu'est-ce qu'on va créer en premier. Ouais, les guns, sûrement. Sûrement les guns. Fait que, en fait, c'est ça, c'est le contrôle de ce plasma-là qui produit l'énergie. Puis pour contenir le plasma, je l'ai déjà dit, on a besoin d'un électro-aimant super puissant qui va générer un champ magnétique. Donc, le champ magnétique, c'est qu'il contrôle le plasma puis il le fait tourner dans un réacteur. Pour ça, ça prend vraiment beaucoup d'énergie. Puis jusqu'ici, on dépensait plus d'énergie pour activer le réacteur à fusion qu'on produisait de l'énergie. Fait que ça servait comme pas à grand-chose à part faire de la recherche et du développement. Mais c'est ça, le Financial Times a annoncé la semaine dernière que le Lawrence Livermore National Laboratory avait réussi à générer un gain net d'énergie de 120%. Donc là, on a plus d'énergie qui sort à l'autre bout que ce qui en rentre. Puis ils annoncent une conférence de presse. Puis là, c'est vraiment une nouvelle. Là. Ils font une conférence de presse demain pour annoncer ça. Donc, ils sont en train de valider toutes les données. Puis ils vont annoncer officiellement l'avancée demain. Mais il y a beaucoup de méfiance au sein de la communauté scientifique au sujet de la fusion parce que c'est comme un running gag là, en science là, que c'est genre... C'est une théorie qu'on connaît depuis vraiment longtemps. C'est comme en théorie, tout le monde sait que ça se pourrait, mais on ne sait jamais quand ça va arriver. L'application, elle n'est pas certaine. C'est ça. Comme périodiquement, on annonce, c'est comme « Ah là, on a fait une avancée qui va vraiment nous permettre de l'appliquer bientôt. » Là, la fusion, quand même, semble plus atteignable que jamais. Là. Puis, le running gag, c'est comme tout le temps « Ah, dans 5 ans, on va y arriver. » Mais en plus des recherches effectuées par les États et les universités, comme le laboratoire que je viens de mentionner, il y a aussi le secteur privé qui pousse beaucoup dans cette direction-là. Puis au Canada, il y a General Fusion à Vancouver qui a aussi annoncé aujourd'hui être en mesure de livrer de l'énergie issue de la fusion d'ici 2030. Donc là, on est encore dans l'espèce de même comme temporalité d'à peu près comme 5 à 10 ans, on devrait y arriver. Moi, je dis que une population qui a autant accès aux champignons magiques a probablement l'opportunité de pouvoir développer la fusion nucléaire avant le moment. Ce qui consomme en crise au BC. Ouais. C'est peut-être ça. Mais fun fact, General Fusion a été créé par Michel Laberge, un physicien formé à l'Université Laval. Donc c'est props, tu sais. Hein? Ouais, ça c'est à Québec aussi, à peu près à 20 minutes d'Ashton. D'un Ashton, ouais, sûrement. C'est peut-être la poutine qui fait ça. C'est peut-être ça. Mais dernière petite chose, si jamais on réussit à arriver avec même si on arrive à développer la fusion nucléaire, comme on apprend dans Le Monde sans fin, d'ailleurs, il reste à savoir si la production puis l'entretien d'un réacteur à fusion génère un Energy Return of Energy Invested plus performant que la fission. C'est-à-dire, donc... Un retour sur l'investissement. Ben, en fait, en termes de production de carbone, tu sais. Pour 1 kilowatt investi à produire une technologie, combien de kilowatts tu peux produire? Puis ça, tu sais, par exemple, un barrage hydroélectrique, pour 1 kilowatt, il va en générer 50. T'sais. Pour 1 kilowatt que tu mets dedans, tu vas en générer 50. Fait que c'est quand même... Puis c'est la même chose pour un réacteur nucléaire. Donc, avec la grosseur d'un réacteur à fusion qui sont actuellement en train de construire, c'est sûr que ça ne serait pas aussi élevé pour le moment. Mais sans recherche fondamentale puis sans expérimentation, on ne pourra jamais le savoir. Donc, bravo, la fusion. Bravo, la fusion. On garde un œil là-dessus. Mais si, mettons, on réussit à appliquer, là, à contrôler ça, là, la fusion nucléaire, c'est quoi que... Ce serait quoi les plus gros changements, mettons, dans le monde de la société?
Ben, les X-Men seraient réels. Tu produis de l'énergie sans émettre aucune émission de gaz à effet de serre en produisant de l'énergie. Fait que tu vas produire des émissions de gaz à effet de serre en construisant ton réacteur, comme quand tu construis à peu près n'importe quoi, là. Mais tu n'en généreras pas. Puis c'est beaucoup moins dangereux que la fission nucléaire, pardon, parce que les déchets sont beaucoup moins dangereux, puis beaucoup moins nombreux. Ça, c'est l'application au niveau de comme l'énergie sur Terre, donc zéro émission, peu cher éventuellement, quand on va avoir maîtrisé ça. Puis à terme, pour vrai, la NASA, depuis des années, travaille sur des concepts de réacteurs à fusée propulsés au plasma. Puis c'est... Moi, à l'époque, j'avais fait mon expo science là-dessus quand j'étais au secondaire. Fait que, ça change, c'est pareil. La propulsion au plasma, c'est vraiment, vraiment... Mais l'énergie éolienne là-dedans, ça se situe où? Parce qu'il y a une couple d'années de ça, il y a environ 10-12 ans de ça, on en parlait comme si ça allait sauver l'humanité, puis on dirait que ça s'est comme perdu dans les branches. Ça, le Energy Return on Energy Invested est vraiment moins élevé pour une éolienne que pour un réacteur nucléaire ou une centrale hydroélectrique. C'est-à-dire que pour 1 kilowatt investi dans ton éolienne, tu vas en retirer 3 ou 5, tout dépendamment de la grosseur de ton éolienne. Puis ce qu'on oublie souvent, c'est que ton éolienne, il faut qu'elle tienne dans le sol. Ouais. Pour ça, il faut que tu coules une petite grosse dalle de béton en dessous. Le béton, c'est une des affaires qui produit... pour produire du béton, il faut que tu génères vraiment beaucoup de gaz à effet de serre. Ouais, t'en parlais il y a 2 semaines ou il y a une semaine. Fait que c'est ça. Le retour sur investissement, puis même pour le solaire, il n'est pas super élevé, là, malheureusement. OK. Mais ça fait des belles séquences d'Inception, par exemple. Mais ça, oui, ça fait des beaux paysages. Ça fait des beaux paysages. Ouais. Hey, vas-y donc, mon C'est bon, Inception. C'est fucking bon, j'ai rien à dire. Oui, j'ai rien à dire. Attends, je me mélange dessus. Je parle de Inception ou le dernier? Non, Interstellar. Non, pas Interstellar, l'autre. Du même dude. Celui où... Tenet. Ça fait une très belle séquence dans Tenet. Non, j'ai rien compris. Ça, c'est insupportable. On en a parlé sur Discord pendant genre 3 heures de temps, puis on était très focusés. À chaque fois qu'on pensait qu'on avait compris, ça nous glissait entre les mains tel un poisson, puis on était comme... On est très beaucoup focusé sur le Tenet Poop Paradox. Ouais. Puis tu sais, pour... moi, ce qui m'a gossé de Tenet, c'est que c'est pas une histoire qui est dure à comprendre parce que... à cause de la manière qu'elle est racontée, puis on veut que, mettons, je pense à Memento, là, c'est comme un puzzle qu'il faut que tu réassembles dans ta tête pour le catcher. Là, c'est juste, c'est compliqué, puis ça me faisait penser justement à des affaires comme Dark. Tu sais que c'est comme, OK, là, je comprends plus juste parce qu'il y a trop de morceaux qui spinent en même temps, puis genre, pour moi, je trouve pas ça intéressant. Là. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Ça me fait pas travailler de la bonne manière. Mais après ça, il y a du monde qui trippe bien raide, puis qui se font des schémas, puis qui capotent, fait que tant mieux pour ces personnes-là. Ils se font du fanfic qui se retrouvent sur DeviantArt. Vas-y donc, Jake. The Poop Complex. Non, le Poop Paradox. Poop Paradox. C'est en fonction de l'observateur. En tout cas, on en parle. Ça te rentre dans le... Ça ressort. Puis... moi, je veux vous parler de... en fait, semaine passée, c'était les Video Games Awards. Yay! Ça c'est quand même une big affaire parce que, c'est la remise de prix pour tous les jeux vidéo, mais c'est aussi souvent une soirée où il y a beaucoup d'annonces de nouveaux jeux. C'est pour ça que les gens l'écoutent. Hein. C'est les bandes annonces. Pas pour voir Al Pacino complètement confus qui vient chercher un chèque de paye. Qui risque qu'il n'y avait pas d'affaires. Mais en même temps, moi, je trouve ça... J'étais content de le voir, mais tu sais... Oui, mais c'est juste comme... T'aurais pu au moins répéter puis pas découvrir sur stage que t'as besoin de tes lunettes pour lire le prompteur. Ouais. Mais bref, je l'ai écouté en partie parce que j'ai manqué. Ça a duré quoi? Genre 2-3 heures? Le speech du gars qui fait la voix de Kratos ou du film au complet? J'ai manqué genre la première moitié. C'est plus de 2 heures. Ouais, c'est vraiment long. Mais j'aime bien Jeff Keighley, c'est ça son nom? Je l'aime bien, moi. Oh, il est cool. Un moment donné, il était passé à Fox News, puis une madame de Fox qui disait que les jeux vidéo, ça tuait nos enfants, puis que là, ils pouvaient downloader de la pornographie à cause de Mass Effect. Puis
Puis il était fucking tight, man. Puis, non, il a l'air brillant. Oui, surtout là. C'est intimidant de se faire bombarder de questions par quelqu'un qui est enragé. Mm-hmm. Puis il était super calme. Il était fucking tight. Puis c'était comme un bon ambassadeur pour les jeux vidéo. Moi, j'étais curieux d'apprendre, en fait, que c'est son projet à lui. C'est lui qui l'a développé. Il était déjà dans le milieu avant. C'est un Canadien aussi, soit dit en passant. Ben regarde, tu vois. Hein, tu vois. Il a sûrement vécu sur du Ashton, lui aussi. Il a grandi sur du Ashton. Mais j'ai trouvé que c'est un très bon animateur, puis il rebondissait beaucoup par rapport à ce qui se passait dans le cadre de la cérémonie. Il aurait pu juste dire son speech, lire son prompteur, puis ça a été correct, mais non, il rajoutait des petites touches, puis c'était vraiment le fun. Puis, il avait fait un speech à un moment donné qui était vraiment intense, puis c'est quand Konami avait empêché Hideo Kojima d'assister aux Video Game Awards. Okay. Tu sais, c'est fucked up. Là. Il y avait une période là, où Konami, c'était comme un genre de corporation evil. Mm-hmm. Puis il empêchait les employés de se parler, puis il est callé out au speakerphone quand il arrivait en retard. Puis Kojima est en nomination cette année-là à cause de Metal Gear, puis il n'avait pas pu. Puis Jeff Keighley avait fait un speech là-dessus. Live durant? Sa présence dans l'industrie a changé les jeux vidéo, puis c'était comme une honte qu'il puisse pas être là, genre, pour célébrer. Puis comme, il l'avait callé out. Il avait callé Konami out. C'était quand même hot. Fait que bref, il est arrivé un paquet de trucs, dont beaucoup d'annonces de jeux. La première qui est Hellboy Web of Weird. Yes. C'est ça. Moi, je pense que c'est la première affaire que j'ai reçue. Tout le monde me l'a envoyé. C'est un jeu vidéo en cel shading. Yes. Qui reprend beaucoup le style de Mike Mignola. Donc le clair-obscur, on joue avec les ombres, c'est très, très présent. Puis ça, c'est quand même extrêmement difficile à reproduire en CGI. Là. C'est un style qui est tellement 2D flat que la lumière, c'est des ombres opaques noires. On en reparlera tantôt d'ailleurs de son style. Mais fait que, écoute, moi, j'étais très intrigué. En même temps, j'ai comme ma dose de réserve parce que un style visuel, des fois, qui est aussi fort, ça peut ouvrir des portes, ça peut, comme faire checker ce qu'on fait, c'est malade, mais après ça, un jeu vidéo, c'est pas ça. Un jeu vidéo, c'est du gameplay. Fait que, est-ce que le gameplay va être capable de suivre? Pour moi, mon espoir, là, c'est que ça serait juste un jeu compétent, puis je serais heureux. Faut juste pas que ça soit trop clunky puis que ça soque. J'ai pas cette crainte-là dans le sens que j'ai rien vu à date qui me donne l'impression que ça va être le cas, mais je comprends Moi, j'ai deux attentes. Faut que ça soit bon au niveau du gameplay et je voudrais vraiment qu'on soit en mesure de livrer une histoire qui est digne d'une histoire de Mignola et de Hellboy. Avec la complexité, parce que c'est drôle parce qu'en relisant encore le comic de cette semaine puis en relisant des vieux trucs de Hellboy que j'ai dans ma collection, il y a beaucoup de passes dans Hellboy, vraiment les histoires de Hellboy où c'est presque vaporeux, c'est raconté comme un rêve. Des choses qui sont jamais expliquées, qui sont sous-entendues. Il faut que tu comprennes par le langage visuel OK, ça c'est une entité. Là. Puis le personnage qui regarde le lecteur, il n'est pas là, il est en train de voir les événements. C'est beaucoup de sous-entendus. Fait que j'aimerais ça que cet aspect-là, plus... Hellboy, c'est pas un action hero, là. C'en est un, mais c'est pas ça sa principale qualité. Ben, c'est ça. Puis, tu sais, direct avec le trailer, ma première crainte, c'était, man, si c'est un beat them up, là, je vais être déçu. C'est ça. Parce que... Faut qu'il y ait une histoire. C'est ça. Histoire. Faut qu'il y ait une bonne histoire. Fait. Mais bref... Mignola est consultant sur le jeu? Il est souvent lié à ces projets-là, mais... Il n'est pas marqué. Puis, tu sais, même, je veux dire, il a tout le temps été consultant sur tous les films. Puis, tant qu'à moi, les films sont très différent de son œuvre. Fait que, tu sais, rendu là, ça veut plus ou moins rien dire. J'ai l'impression que... En même temps, je pense qu'il y a la bonne attitude, c'est-à-dire que quand quelqu'un adapte son œuvre, il est comme, rendu là, c'est à toi. T'sais. Comme un peu Kevin Eastman, puis l'autre dude qui a inventé les Turtles. C'est ça. Mais bon, bref, j'étais quand même excité. Ça existe. C'est le fun parce que, tu sais, Hellboy, c'est pas une méga franchise comme les Avengers, comme Spider-Man, puis tout, mais il continue. Tu sais, c'est comme le underdog qui continue à se battre tout le temps, genre, malgré
malgré les échecs financiers, parce qu'il n'y a rien de Hellboy qui a vraiment pogné à ce point-là. La trilogie de Guillermo del Toro n'a jamais pas eu complété. lieu, elle n'a jamais été complétée. Fait que je trouve ça quand même cool que c'est comme, OK, là, on a un jeu vidéo qui s'en vient. Nice. Si c'est compétent, je vais être heureux. Là, je vais passer vite parce que il y a un paquet d'affaires, man, que je connais pas, là, puis que je sais que les fans sont bien excités, dont le créateur de BioShock qui a annoncé sa prochaine franchise. Honnêtement, j'ai un peu débarqué de cet univers-là, fait qu'il y avait beaucoup d'affaires au VGA que j'étais comme, là, pourquoi le monde capote? Là? Ah, OK, c'est à cause de ça. Genre, je suis plus à jour. Mais j'ai quand même noté Star Wars Jedi Survivor. Oh yeah, man. Parce que j'ai pas joué à l'autre, mais tout le monde qui a joué comment il s'appelait le dernier, d'ailleurs? Survivor. C'était voyons, Calice. Là, juste parce que je le cherche. Ah, merde. Ah! Pas grave. Mais qui tout va le l'écrire, monde m'en a parlé positivement. Simon Chénier a joué, Axel a joué, puis tout le monde me disait « Oh ouais, c'est vraiment le fun ». Fait que j'attendais qu'il soit en vente pour y jouer aussi, mais ça me tentait. L'autre jeu Fallen Order, merci. Fallen Order. Ouais. Fait que l'autre jeu qui était dans la même veine que j'ai pas joué, mais qui est Hades, que tout le monde qui a joué à ça ont capoté. Fort, ouais. Ma chum Cab, elle a trippé là-dessus. Tout le monde m'a dit pogne-toi ça. Toi aussi, Gauthier, t'as joué? Ouais, c'est vraiment bon. Bon. Ouais. Fait que là, il y a le 2 qui s'en vient, puis il paraît que les gens étaient tellement excités parce que je pense que les gens s'attendaient pas à ça. Ils pensaient jamais qu'il allait avoir une suite. Puis quand tu connais le lore et les personnages, il paraît que c'est bien excitant de faire que oh shit, ils vont focusser là-dessus. Il paraît que c'est tough comme jeu, si tu veux. Très difficile. Okay. Ben, c'est un roguelike. Hein, fait que... Ah, j'ai pas de love pour les roguelikes. Beaucoup. Ouais, puis c'est que, en fait, aussitôt que tu comprends que mourir, c'est pas un échec, c'est que ça fait partie du processus. Aussitôt que tu te mets ça dans la tête, ça devient plus... C'est plus de la difficulté parce que tu sais que tu vas mourir. C'est à chaque fois, c'est qu'est-ce que j'ai appris de cette... C'est un le peu côté... comme Mickey 17. Ben, oui, exactement, c'est vrai. Ouais. Mais c'est le côté que j'ai de la misère avec... Puis je sais que c'est un chef-d'œuvre, là, mais sur papier, mais le dernier Zelda, c'est quand je sens pas la progression, j'ai pas mon petit nanane, j'ai pas ma dopamine dans mon cerveau qui se déclenche, qui se génère, fait que je suis pas capable d'avancer, je perds intérêt. Puis je sais que Rogue Legacy, qui est un jeu aussi que les gens adorent dans ce style-là, c'est un roguelike justement, je sentais et je ne voyais pas, tellement pas la progression que je faisais à travers le jeu, que je me suis tanné. Il faut que je vois que je suis en train de gagner des acquis. Sinon, c'est mon genre de joueur que je suis. Là. Je comprends. Tu viens de rejouer à Diablo Immortal avec moi. Ben, moi, je joue au 4 parce que le 4 a l'air malade. Il est annoncé durant... Mais celui sur mobile, il est pas très potable. Ouais, je m'attendais à un pay-to-win, puis c'est quand même bien balancé. OK. Mais d'ailleurs, Ben, là, j'arrête une seconde. Sure. Est-ce que tu as fini Weird West? Non. Puis je vais te dire pourquoi. Le niveau de difficulté sur console, à cause des contrôles surtout, était tellement élevé que je me suis tanné. L'univers était tellement intéressant, la proposition était tellement intéressante, le style visuel était malade. Mais à un moment donné, je me suis demandé, est-ce que moi qui ne comprends pas comment ça fonctionne? Puis je suis allé voir plein de let's play, puis de reviews, puis de guides d'introduction au jeu. Puis clairement, c'est un jeu, en tout cas, selon moi, là, qui a été fait pour jouer avec une souris. Donc, sur console, ça marche pas. Pas pour moi, en tout cas. Un peu comme je m'étais senti comme ça par rapport à Portal. Je le jouais sur console, puis j'étais comme, qu'est-ce que c'est tough? Puis à un moment donné, je l'ai eu sur Mac, puis j'étais comme, OK, non, c'est ça. C'est une affaire une souris. Tu cliques sur l'affaire que tu veux, puis tu l'as. C'est ça. T'es pas obligé de virailler. Puis Hotline Miami aussi, c'était un peu la même affaire pour moi. Puis Weird West, tu peux te déplacer, puis tu as un champ d'action de 360 degrés, mais c'était niaiseux. Moindrement que j'avais plus qu'un ennemi sur moi, j'étais fait. J'arrivais pas, puis j'ai joué longtemps, j'ai joué plusieurs heures, puis ça m'a déçu parce que j'ai eu comme un deuil à faire, ça serait bizarre à dire, mais il fallait que j'arrête. Je pouvais pas continuer, j'avais plus de fun. C'est très dommage parce que j'écoutais justement beaucoup de podcasts de jeux vidéo, puis tout le monde fait un peu le top 10 de l'année et tout.
Puis il y a un dude, man, le dude de NoClip qui font des documentaires sur les jeux vidéo hallucinants. Sur Très YouTube. bon. Gratuit. C'est fou de penser que ces documentaires-là sont gratuits. Ouais. NoClip. NoClip et Gamer font une très bonne job. C'est très similaire en approche. Mais il parlait de Weird West, c'est ça? Mm-hmm. Puis il disait, tu sais, le jeu, il est le fun, il est cool. Il dit, mais la fin, là, il dit, c'est la fin qui m'a le plus marqué de n'importe quel jeu vidéo que j'ai joué dans ma vie. Dans le sens que ça l'a déçu ou dans le sens qu'il a trippé? Dans le sens ça l'a hanté pendant des semaines. Oh, fuck. Parce qu'il paraît que c'est un payoff extraordinaire parce que le jeu te dit toutes les implications puis toutes les répercussions que tu as eues dans cet univers-là. Wow, OK, fait qu'il dit, tu sais, quand tu as fait ça, là, ben ça a fait ça, dans le fond. Puis ça, c'est là, tu es cette personne-là maintenant, à cause que tu as pris ce choix-là. Parce qu'il paraît que c'est vraiment, genre, tu peux vraiment être libre, là. C'est ce qui se rapproche le plus, selon moi, à un RPG de style Donjons et Dragons. En jouant, même au niveau de la perspective, j'arrêtais pas de penser au premier Baldur's Gate. Puis il y a clairement une influence. Ce qui se rapproche le plus, là, on avait parlé il y a très longtemps de ça, de Six Gun, une série de comic book où on est dans le Far West avec des trucs weird, de la magie, fantastique. On est exactement là. Et je sais qu'il y a un jeu de RPG sur table avec des livres qui existe dans un monde où c'est le Far West puis c'est juste fucking weird. Fait que c'est clairement beaucoup inspiré ou basé sur un héritage qui vient du pen and paper. Mais encore une fois, moi, c'est les contrôles qui m'ont fait décrocher sur console. Mais je sais que je vais le réessayer éventuellement sur mon ordi. Ouais. C'est sûr. Okay. Fait que je continue. La deuxième bande-annonce que je me suis plus fait envoyer par mes amis, c'est Death Stranding 2. Oui. J'avoue que je crois que personne n'attendait. Non. Je ne vais pas dire ça négativement. Mais à cause de l'histoire. Ben, c'est ça, c'est que Death Stranding, c'est un univers en soi, puis c'est comme dans une bulle, puis quand tu finis le jeu, il y a comme un espèce de loop, tu sais, ça s'attache là, comme un petit bouquet, là, puis c'est comme, et voilà, c'est ça le jeu, tu sais. Puis ça fait des années qu'on sait que Kojima a beaucoup d'idées, veut faire un paquet d'affaires. Il y a eu un leak, il y a une couple de semaines sur un jeu développé par Kojima, puis c'est tordant parce que c'est comme un jeu d'horreur survival un peu, mais c'est quelqu'un qui filme un écran avec son téléphone, tu sais. Puis le jeu a de l'air super cool, puis c'est avec encore l'actrice qui jouait dans Death Stranding, Margaret Qualley, je pense, qui est aussi dans Once Upon a Time in Hollywood. Puis bref, ça finit genre que le personnage meurt, puis il est marqué Game Over. Puis le game disparaît, puis Dose apparaît, puis le jeu s'appelle Overdose. Mais l'écran devient noir, puis tu vois le dude qui filme, puis il est genre effoiré sur son divan en bedaine. C'est que, pire pub virale ever, c'est pire leak. Genre, c'est comme mais c'est un faux leak ou c'est un vrai leak? Ben, c'est un vrai leak, d'après moi, parce que, je veux dire, si c'est voulu, hey man... Puis bref, on s'attendait tout à voir l'annonce de ça, Overdose, puis finalement non. Fait que c'est Death Stranding 2, on n'a aucun détail, la cutscene, elle est incroyable. Magnifique. Puis en sachant que c'est tout du real-time graphics, c'est probablement un des plus beaux jeux qui a été annoncé. T'as Norman Reedus en chess aussi, avec une belle coupe à la Gandalf. Exactement. Pour vrai, tu sais, les fans de Death Stranding, je pense qu'on est tous excités de replonger dans cet univers-là, mais en même temps, les fans de Death Stranding, on sait que on ne peut pas prédire quoi que ce soit parce que ça va sûrement pas être ça. Je sais que t'en as parlé beaucoup avant que le jeu sorte, mais t'en as jamais reparlé. C'est comme on dirait que tu l'as-tu fini le jeu? T'as-tu aimé ça? Je sais même pas si t'as aimé ça. Oui. Ah, moi, j'ai adoré. Sauf qu'il y a quand même 2 points qui m'ont gossé, puis c'est 2 points, malheureusement, qui sont majeurs. Ouais. Le premier point, parce que en gros, j'ai capoté sur le jeu, c'est super immersif, ça fait du bien aussi de
avoir un jeu qui ne s'est pas tiré sur du monde. C'est de naviguer, puis même que tu développes une espèce de peur. Ouais, mais viscérale d'utiliser ton gun. Mais ce que j'allais dire, c'est que tu développes aussi un sentiment de communauté, là, parce que tu peux laisser des trucs à d'autres pour qu'ils l'utilisent plus tard. Toi, tu te fais laisser des trucs par des étrangers. Fait qu'il y a quelque chose de super beau. C'est comme, philosophiquement, c'est de créer les réseaux sociaux pour s'entraider plutôt que de se bitcher entre nous autres. Fait que, il y a quelque chose de beau là-dedans. Puis c'est ça, c'est super immersif, mais les 2 points qui m'ont gossé, c'est vraiment les micro-cutscenes. Tu as des cutscenes que tu peux skipper, mais tu peux en skipper genre 10 de la shot à chaque fois que tu vas saver ou à chaque fois que tu rentres dans ta base. Ouais. C'est chiant, là. C'est très chiant. Ouais. Start, droite, yes, accept. Puis là, puis c'est une cutscene de genre 8 secondes que tu viens de skipper. Mais c'est un peu comme la fusion nucléaire, c'est que tu passes 3 secondes à skipper une cutscene de 8. Fait que, tu sais, ça vaut la peine, mais pas tant que ça, là. Il a compris, Esti. Il écoutait quand même. Fait que, bref, puis ça, puis le menu de management qui est beaucoup trop compliqué. Hey, man, je peux te dire une affaire. Le Kojima, c'est peut-être un gars de talent, puis un designer de talent, là, mais ces hosties d'interface dans les jeux qu'il crée, c'est fait pour le monde qui sont des génies. Là. Ah, puis même, non, c'est pas au contraire, c'est que c'est souvent très compliqué de faire quelque chose de simple. Mais c'est mon point, c'est qu'il faut que tu sois vraiment brillant pour essayer. Moi, j'ai jamais rien compris à la Christie d'interface dans son dernier jeu qu'il a fait sur. Ouais, c'est ça. J'ai jamais compris. Mais bon. Fait que bref, j'ai adoré Death Stranding, bien excité pour l'autre. Le gros jeu aussi qui a été annoncé, c'est Armored Core Rubicon. Parce que From Software, c'est une compagnie qui existe depuis longtemps. C'est eux qui ont starté la franchise Armored Core. Mais le dernier date de avant Dark Souls. Et Dark Souls a changé la compagnie, même on pourrait dire a changé l'industrie des jeux vidéo. Toutes les Souls-like clones qui existent depuis 10 ans, c'est fou. Fait que là, les gens sont bien excités parce qu'on retourne à cette franchise-là, mais avec tous les moyens maintenant. C'est comme un petit studio indépendant qui fait un film que les fans ont aimé, puis que là, à cette heure, ils sont big comme Disney, puis ils retournent à cette franchise-là. Tout le monde est comme « Oh shit! » Qu'est-ce que RKSS ferait avec Turbo Kid s'il y avait le budget de A24, mettons, ou de Disney, t'sais. Fait que voilà. Fait que ça, c'est excitant. Puis, dernier truc pour l'anecdote, c'est évidemment Elden Ring qui a gagné Game of the Year. Le game developer, game designer Miyazaki était là. Puis, il monte sur le stage avec toute son équipe. Et il y a un random kid qui est monté sur le stage avec eux autres. Ouais. Il doit pas avoir plus que 16 ans, genre. Puis tout le long, il est en veston-cravate, il se place derrière l'équipe, puis il est comme super sérieux. Il applaudit quand c'est le temps, puis tout. Puis moi, je l'ai regardé, j'étais comme tout le monde dans la salle, on s'est comme dit, ah, ben, ça doit être le neveu de quelqu'un, ou je sais pas trop, tu sais. Ou genre un fan qui a gagné un prix qui a le droit d'aller sur le stage, je sais pas trop. Puis là, finalement, quand Miyazaki finit son speech, t'as la musique qui part et t'as ce kid-là qui se présente au micro. Et c'est incompréhensible de comprendre qu'est-ce qu'il a dit, là. Il a dit « This award goes to the nomination and my old girlfriend Bill Clinton. Thank you. » Puis là, les gens ont applaudi. Et là, la caméra s'éloigne, on voit le stage, puis on voit genre 3 personnes de la sécurité rusher vers le kid, puis ça coupe sur Jeff Keighley qui est comme « Oh, OK! » Donc, what the fuck, c'était ça? Puis là, ce qui est triste, c'est que maintenant, à ce award show-là, va falloir de la sécurité à chaque fois, parce que là... si ce gars-là avait eu un gun, tu sais, je veux dire... oui, c'est ça. Puis... Fait que, tu sais, c'est drôle, puis c'est pas drôle. C'est drôle en même temps parce que tout le monde fait des mèmes par rapport à Dark Souls parce que tu peux te faire envahir dans Dark Souls. Tu sais, tu peux, genre, envahir l'univers de quelqu'un. Ben, c'est ça.
Fait que voilà, c'est la fin de l'anecdote. Et c'était mes highlights du VGA. Ben, Jake, j'ai l'impression que tu as passé une belle journée en écoutant tes highlights de VGA. Hein? Ça t'a fait des belles annonces. J'ai une belle annonce pour toi, Jake. Une annonce qui aurait pu être d'ailleurs une de tes nouvelles, mais je ne sais pas si tu l'as vue. Fait que peut-être je vais t'apprendre quelque chose. Okay. Mais toi aussi, Gauthier, tu peux écouter, inquiète-toi pas. OK. Hey, Jake, as-tu vu que Mike Flanagan et son partner de production, Trevor Macy, viennent de s'acquérir des droits de la franchise de Dark Tower de Stephen King? C'est quand même une grosse affaire, c'est pas rien, parce qu'ils vont travailler sous la bannière de Intrepid Pictures, la compagnie qu'ils ont fondée en 2004, sur une franchise, donc une série de 5 saisons de The Dark Tower, suivie de 2 films, pour le compte de Amazon Studios. Donc, c'est pas une petite pointure, c'est quand même assez gros. Parce que le duo vient de en fait couper leur pont, ils viennent de finir leur contrat avec Netflix. Ils ont fait du contenu exclusif pour eux pendant environ 6 ans. On parle des séries de The Haunting, on parle de Midnight Mass, Midnight Club. Ils ont aussi travaillé ensemble sur Dr. Sleep, qui n'était pas une exclusivité pour Netflix, mais quand même. Donc, ils font des projets ensemble depuis 2004 sous Intrepid. Et là, c'est pas n'importe quoi. C'est une des franchises de livres de King les plus importantes, la plus copieuse et une des plus populaires. Hein. Même King dit lui-même qu'il ne finira jamais le Dark Tower. C'est le genre d'affaire il va mourir avant que sa série soit vraiment complétée. Il y retourne toujours de toute manière. Gros projet. Attends, wow. La série est complétée. Oui, la série est complétée, mais je te parle de l'univers. L'univers va toujours avoir quoi à lui donner. Il est revenu d'ailleurs récemment, il a fait un livre en 2 livres qui n'était pas nécessaire après que la série soit complétée. C'est pas la première fois, en fait, qu'il y a des gens qui veulent s'attaquer à The Dark Tower. C'est un projet même que certains diraient de maudit. Les studios se sont échangés les droits à plusieurs reprises. On a essayé d'adapter ça au grand écran, suivi de téléséries. La plus récente tentative date de 2017. Sony avait fait un film avec Idris Elba et Matthew McConaughey, qui était très ordinaire. C'était supposé être suivi d'une télésérie qui a eu un pilote puis il n'y a jamais eu de suite. Mais on s'entend que Mike Flanagan, qui a adapté King à plusieurs reprises, donc Dr. Sleep, Dominic Gerald Gaines, et je vais même argumenter que Midnight Mass est probablement la série la plus King que King n'a pas écrite. Ici, le gars par excellence pour amener ce projet-là à terme et avec quelque chose comme de robuste, comme il faut le dire, là, Amazon Studios, qui fait beaucoup de vagues de ce temps-ci avec la succession de projets de qualité qu'ils mettent de l'avant. Il y a des chances que ça fonctionne. Et Netflix vient de perdre quand même des grosses plumes. T'sais, on s'entend que si tu perds un duo créatif comme ça, je ne sais pas ce qu'ils vont faire pour la suite, mais c'est un gros nom, man, Mike Flanagan. C'est pas n'importe qui. Fait que le plan, c'est quoi? C'est une mini-série Initialement, c'est 5 saisons, suivies de 2 films, et le pilote de la première saison est déjà écrit, et le plan de la première saison est déjà mis sur papier. Même que, tout ça, là, ça vient de Deadline, le site Deadline. Mike Flanagan et Trevor Macy donnent une entrevue, puis c'est à travers cette entrevue-là qu'on a des détails sur le projet de Dark Tower, mais l'entrevue comme telle est super intéressante parce qu'il parle de c'était quoi leur relation avec Netflix, le changement de garde à l'intérieur, comment les coupures récemment qu'ils ont eu à cause de leur chute en bourse, comment ça a affecté le travail. C'est des créateurs très candides qui parlent de c'est quoi les dessous, en fait, du rideau, ou pas du rideau, mais le derrière le rideau, c'est quoi. Donc, si ça vous intéresse, l'entrevue est disponible depuis la semaine passée. Hey, go for it, man, parce que Mike Flanagan a partagé la séquence d'ouverture de The Dark Tower, et ça commence tel le roman de King, puis là, je paraphrase, peut-être que vous allez pouvoir dire c'est quoi la phrase exacte, mais ils disent le Darkman courait à travers le désert. Black run across the desert and the gunslinger followed. Ben, c'est ça l'ouverture. Plan noir, une voix off qui dit ça, est une silhouette à travers le désert. Et ça commence comme ça. Bon. Je pense que Mike Flanagan a la sensibilité d'adapter le produit de King. Les deux ont une super belle complicité. Là, Flanagan trippe sur King, King a l'air à tripper sur Flanagan. Je suis content pour eux. Ça fait toujours un peu sourciller quand il y a des produits comme ça qui malheureusement finissent dans des gros conglomérats, mais c'est impossible de faire ça ailleurs. Tu peux pas faire un film indie de Dark Tower. Ben non, c'est ça. C'est des milliers de dollars. Là. C'est ça qui me surprend un peu parce que je comprends. Mais c'est parce que, tu sais, c'est pas. Ils
Ils vont travailler là-dessus pendant 15 ans, genre. Ils vont travailler... 5 saisons. 5 saisons, puis 2 films, c'est minimum presque une dizaine d'années. Ben oui, c'est ça, minimum. Mais tu sais, quand tu produis, puis quand tu écris, quand tu produis, tu as certaines responsabilités qui sont liées à comment amener un projet à terme. Puis tu as une intelligence liée à ça. Là. Je ne veux pas dire que produire, c'est juste mettre de l'argent, parce que c'est pas vrai. C'est pas vrai que c'est ça. Mais c'est pas eux autres qui vont nécessairement être à la barre de tous les projets, tous les aspects du projet pendant 8-10 ans. Là. Parce que je ne penserais pas, c'est pas comme ça que ça a été présenté. Puis connaissant le vent dans les voiles, la carrière de Flanagan, c'est probablement un gars qui veut développer d'autres trucs en parallèle. Parce que Midnight Mass, là, moi, si j'avais fait Midnight Mass, ça m'aurait pris 20 ans. Parce que je suis paresseux puis je procrastine. Mike Flanagan, pendant ce temps-là, il faisait 3 autres séries. Ouais, il a tourné ça pendant la pandémie en plus. Exactement. Sur une île, c'était. En tout cas, la série se passe sur une île. Je sais pas si tourné ça sur une île. Oui, ils ont tourné sur une île pour eux. C'est-tu bon, tabarnak? C'est vraiment malade. Ouais. Fait que c'est ça, mon Jake. C'est ça, mon Gauthier. C'est ça, les gens à la maison. C'est hot parce que j'avais vu la nouvelle passer, mais je l'avais pas lu. Puis à chaque fois qu'il y a quelque chose de Dark Tower, j'avais vu Dark Tower, Mike Flanagan, puis j'étais comme, yeah, right, whatever. Pourquoi t'avais dit yeah, right? Parce que ça fait. J'écoute un podcast qui s'appelle The Kingcast. Yes. Ça fait, man, combien de projets de Dark Tower qui sont. Il faut se rappeler, il y a 10 ans, c'était J.J. Abrams. Après ça, HBO était supposé faire une série. Ils ont fait un pilote. Ça a coûté je sais pas combien de millions. Ça n'a jamais vu le jour. Après ça, ils ont fait le film qui était un désastre. Fait que j'étais comme. Oublie ça, là, c'est fini, cette histoire. On a parlé souvent à l'émission avant 2017, qui pour plusieurs était OK, finalement, ça s'en vient, là. Ça, c'est là, là. Ben avant ça, je me souviens que je disais hey, finalement, Dark Tower, tel dude était associé au projet, finalement, ça marche plus. Je l'ai dit souvent, là. Mais, encore une fois, je me répète, mais une institution, une structure comme Amazon Studios, avec des têtes comme ce duo-là, écoute, tout est possible dans la vie, là. Mais moi, je pense qu'il y a possibilité à ce que ça soit un succès. Puis je leur souhaite parce que je pense que c'est un canon intéressant de la mythologie que King a créée. Lui-même, c'est un de ses livres préférés. Ben, ses livres préférés. Donc, ouais. C'est aussi comme la fusion. Ça s'en vient toujours dans 5 ans. Dans 10 ans, c'est dans 5 ans. Gauthier, te restait-tu quelque chose? Non, à part que c'est ça, j'ai commencé à jouer à Diablo Immortal, la version mobile. Sur téléphone. I'm sucked in deep. Ouais. Toi, Jake, qu'est-ce qui te restait? Moi, je voulais vous parler d'une BD qui s'appelle Night Hunters, que j'ai lu hier et qui m'a fait capoter. C'est une BD que j'avais commandée par un Kickstarter il y a une couple d'années, mais c'est édité par la maison d'édition Floating Worlds, qui sont comme un peu le genre de Fantagraphics un petit peu plus dark. Mais c'est quand même une maison d'édition qui a un gros catalogue qui est de plus en plus reconnu. Et c'est fait par Alex Ziritt et Dave Baker. Alex Ziritt, c'était l'artiste derrière la série Space Riders. Vous rappelez-vous de Space Riders? Ça me dit quelque chose, mais on a-tu parlé à l'émission? Gauthier, quand on était au T-Cash, tous les gens qui achetaient Turbo Kid, ils disaient « Hey, c'est donc bien cool! Hey! Ça fait penser à Space Riders. Tu connais-tu Space Riders? J'étais comme, non, je sais pas c'est quoi Space Riders. Ah, il faudrait vraiment que tu checkes Space Riders parce que ça ressemble beaucoup à Space Riders. Puis là, j'étais comme, arrêtez de faire Space Riders. Puis là, finalement, il y a quelqu'un qui m'a dit, non, mais l'artiste, il est là, il y a un boot, il vend Space Riders. Fait que je suis allé le voir. Puis je suis allé voir Alex Ziritt. Puis là, j'étais comme, man, genre, je vais t'offrir ma BD parce que tout le monde me dit Space Riders. Puis lui, il est comme oh shit, Turbo Kid. Ah man, le film, c'est tellement une grosse inspiration. Tout. Fait que tout est dans tout. Fait que, bref, c'est son. Moi, je l'avais backé sur Kickstarter. Je parle de Night Hunters. Et c'est malade. C'est de la sci-fi comme on aime. Là. Tu sais, de la sci-fi Verhoevenesque. On parle de Total Recall, Robocop, extrêmement violent, mais super humour noir avec tout le temps genre une satire sociale à travers ça. Alex Ziritt, il y a un style très grindhouse. Fait que c'est un genre de drôle de mix
sci-fi, Verhoeven, Grindhouse, quasiment pop art par moment, là, très old school dans sa présentation, années 70-ish. Ce qui fonctionne, c'est vraiment les personnages. Donc, ça suit l'histoire d'un kid qui devient un flic, mais il vit une explosion quand il est enfant et il perd la moitié de son visage et il ne peut plus se servir de sa gorge, de sa voix. Donc, il se fait mettre un appareil, puis il y a comme l'espèce de cagoule de commandant Cobra, là. Ouais. Tu sais, pas le masque, mais tu sais, c'est un genre de longue cagoule. Mm-hmm. Moi, j'ai tout le temps trouvé ça cool, ce design-là. Ouais, il y a comme ça. Puis, au lieu de parler, il peut juste s'exprimer en clics. Donc, un clic veut dire oui, 2 clics veut dire non. Puis ça, l'histoire se sert full de ça pour faire de la tension, puis pour faire du build-up, parce que c'est tellement simple comme prémisse, mais ça fait qu'à chaque fois qu'il clique, c'est super important. Là, c'est comme la petite fille dans Hereditary. Exactement, exactement. Puis c'est de même que je l'entendais dans ma tête. Fait que, bref, je le recommande à tous qui veulent un peu de la science-fiction différente, un peu greedy, un peu... Est-ce que c'est assez accessible aux gens qui n'ont pas donné au Kickstarter, par contre? Oui, ben oui, parce que justement, Floating World, c'est une maison d'édition qui est quand même grandissante. Fait que c'est disponible partout en ligne sur Amazon, whatever. Fait que je vous le recommande chaudement. Génial. Et je reste, Jake, dans l'univers des BD et du Kickstarting, du Kickstarter, parce qu'il y a Boom Studios qui va lancer pour la première fois, ou qui finit en fait de lancer pour la première fois la série de Grant Morrison et Dan Moran, Klaus. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça, on en avait parlé à l'émission. Oui. C'est une relecture de Grant Morrison des origines du personnage du Père Noël. Ouais. Donc, c'est fucké. C'est sous la plume de Grant Morrison. Je pense qu'on avait bien aimé ça. L'art est vraiment génial. Donc, ils viennent de lancer une campagne de socio-financement qui va prendre fin d'ici 2 jours. Dans les différents produits. Là. Moi, je regardais en fait ce qui m'intéressait, la base, là, le livre comme tel. C'est une édition cartonnée, couverture rigide, donc oversize, donc large. Je pense que c'est 7,25 par 11,25 pouces à peu près. Là. Elle est vraiment belle. C'est le genre d'affaire qui a l'air d'une reliure d'un gros conte de Noël style Christmas Carol que tu t'installes au bord du feu, puis voici comment le Père Noël est né. C'est la première fois que Boom Studios va sortir ce genre d'édition-là. Donc, ça comprend les numéros 1 à 7 de la série d'origine et toutes les one-shots que Grant Morrison et Dan Moran ont fait par la suite. Il y en a eu 4 au total, plus du contenu supplémentaire. On parle d'une édition de 450 pages quand même. Si ça vous intéresse, c'est 75 $ US. Ça revient à 103 $ canadiens et là, il n'y a pas le shipping de compris. Donc, c'est un investissement. Ça, c'est la vente initiale. J'imagine, j'ose espérer, c'est pour ça que je te posais la question, Jake, est-ce que maintenant la BD est disponible autrement? J'ose espérer qu'elle le sera aussi par qu'importe la boutique où vous achetez vos comic books éventuellement. Ça, c'est le truc qui me gosse des entreprises, des entreprises établies. Il y a une passe d'argent à faire là-dessus, puis je comprends, là, mais tu pousses ton produit en exclusivité par Kickstarter, Indiegogo. Je comprends quand tu es un petit fournisseur, mais quand tu es big, en tout cas, moi, ça m'énerve. C'est que là, pour l'instant, c'est la seule façon de pouvoir se l'acheter. Sinon, toujours chez Boom Studios, il y a une nouvelle série qui s'en vient qui est assez intrigante de Lee Bermijo. Sûrement que le nom vous dit quelque chose. Batman Noël, Joker. C'est un gars établi, full de talent. Il vient de joindre ses forces avec un certain type qui s'appelle Mattson Tumlin, qui a déjà écrit pour Batman en comic book et qui va écrire, je pense, aussi le prochain film de Matt Reeves de Batman, donc quelqu'un qui connaît le personnage. Ils vont sortir une trilogie qui s'appelle A Vicious Circle, chez Boom Studios, où c'est 2 assassins qui sont liés à travers le temps et l'espace. Et quand un assassine quelqu'un d'autre, ils sont projetés à travers le temps. Donc, ça va complètement fucked up. Et Lee Bermijo, il y a une facture visuelle qui est facilement reconnaissable. C'est extrêmement copieux, c'est vraiment beau. Mais visuellement, il va ailleurs où on est beaucoup dans la couleur. C'est très saturé, très coloré. Ça m'a surpris, mais je trouve que le mélange se fait très bien. Oui. C'est drôle parce que... T'es pas d'accord? Alex Ross, avec son dernier livre, Fantastic Four, a vraiment fait une marque, mais en entrevue, il s'est fait demander c'était quoi ses influences pour arriver à un traitement de la couleur comme ça. Et il a nommé Space Riders. Oh my God! Fait qu'imagine les gars, là,
Alex Ross nous a utilisé comme référence, tabarnak! Fait que je suis content, mais oui, j'avais vu Vicious Circle, c'est sûr que je vais l'acheter quand il va être en trade. Puis, trouves-tu que visuellement, ça ressemble au niveau des couleurs à ce que Alex Ross a utilisé? Complètement, ben oui. Voilà. Oh, oui. Puis en plus, Libermijo, on pourrait le comparer aussi à Alex Ross parce qu'il est dans l'ultra-réalisme, très détaillé, fait qu'avec une couleur super pop, psychédélique, très saturée, ça fait un mix super intéressant qu'on ne peut s'offrir que dans le médium du comic book. Exactement. Donc, le premier numéro va sortir le 14 décembre. Ça, c'est cette semaine. Moi, je vais attendre les trades. Là. Peut-être qu'éventuellement, on pourra en parler au Mystérieux. Puis si je reste rapidement encore dans les comic books, on avait parlé de The Death of Doctor Strange l'année passée, en 2021. C'est un événement durant lequel on mettait fin à Doctor Strange, littéralement, mais n'importe quel personnage de super-héros ne reste pas mort. C'est pas une critique, c'est juste une observation. Et là, l'auteur qui avait fait tuer Doctor Strange à l'époque, un certain Jed McKay, va le ramener, et pas sous forme de POG, cette année, ou plutôt l'année prochaine, 1er mars, dans une série dessinée par Pascal Ferry. Et la couverture est d'ailleurs signée par Alex Ross. Donc, tout est dans fucking tout. Et c'est pour dire que le personnage va revenir. C'est tout, moi, ce que j'avais en termes de comic book. Est-ce que... Hey, vraiment rapidos, avant que je l'oublie, puis je veux vraiment le souligner, j'ai tout le temps la même appréhension quand je parle d'un truc québécois que j'aime. Je sais que probablement les gens derrière le produit, ou dans ce cas-ci, le film, vont entendre ma critique, mais j'ai reçu une copie de presse d'une Très belle journée. Un film de... Voyons, j'ai perdu le nom. Patrice La Liberté, qui semblerait être un auditeur des Mystérieux, ou a déjà été auditeur des Mystérieux. Il avait aussi réalisé Jusqu'au déclin pour Netflix. Jake, tu avais vu le film, tu avais oui, on bien a aimé. fait le jury de Spasme ensemble. C'est génial. OK, fait que tu as eu la chance de jaser avec. Ben oui. Puis là, on est supposé aller prendre une bière à un moment donné. Bon, ben tu diras que j'ai beaucoup aimé son crise de film. Je dis ça avec un crise parce qu'on est québécois. Fait que si je rajoute ça, ça a l'air plus franc puis authentique. Mais j'ai vraiment aimé ça. Ça raconte l'histoire de Jérémy, qui est un courtier à vélo, qui fait des besognes pour un homme louche qui s'appelle Dom, joué par Marc Beaupré, celui qui fait Marc Arcan. C'est ce dude-là. Et ça met en vedette aussi Marc-André Grondin et Sarah-Jeanne Labrosse. À peu près les 4 seuls personnages qu'on voit tout au long du film. Jérémy, c'est un homme de peu de mots. Il n'a pas vraiment d'amis à part son dealer de drogue qui est joué comme par Grondin. Et il devient obsédé par sa voisine, qui est en fait une influenceuse, une Instagrammeuse. Et il commence à développer une obsession sur elle. Ce qui est intéressant, c'est que Jérémy a un peu l'obsession dont je parlais au début d'émission. Il se demande, est-ce que la réalité, elle est là? Est-ce que c'est vraiment la réalité dans laquelle nous sommes? On est dans une simulation et c'est un amateur de podcast. Donc, il fait un podcast où il va partager ses craintes, ses réflexions, où les gens peuvent lui écrire. C'est pas trop clair à savoir s'il y a des auditeurs. Là. C'est plus dans le film qu'on l'apprend. Et parce qu'il développe une obsession pour sa voisine, ben, il manque une job de ramassage. Parce que lui, ce qu'il fait essentiellement en vélo, c'est qu'il traverse la ville pour aller porter des paquets, les récupérer. Puis tu comprends qu'il fait ça pour quelqu'un qui est un peu houleux. Ben, il manque une livraison. Et là, il se met à dos, donc, son patron. Et probablement qu'il risque sa vie. J'ai bien aimé ça. Il y a des super séquences à Montréal à vélo. Je ne sais pas comment ils ont fait pour juste la logistique de filmer ces séquences-là, mais ça m'a impressionné. Parlant de séquences, les effets spéciaux de la séquence d'ouverture sont super beaux. C'est straight to the point. Marc-André Gondin qui joue un gars complètement batté à un moment donné qui écoute du Sandstorm. Sur le coup, je ne l'ai pas reconnu. C'est absolument charmant. Puis je pense que c'est un film que vous devez louer pour encourager justement les talents québécois. Oui. Puis un gars, tu vois comment ses influences. Quelqu'un qui écoute Les Mystérieux, quelqu'un qui est lié à Space. C'est un film là, fait dans le genre aussi. Puis je vous encourage. Ça s'appelle Très belle journée. J'ai bien aimé ça. Puis merci de nous avoir contactés pour envoyer le film. Il est disponible en copie physique. C'est ce que j'ai reçu en Blu-ray. C'est rare. Hein? C'est pas toutes les productions québécoises qui finissent en produit support physique. Mais il est aussi disponible sur Apple et les autres plateformes là, de vente et de location. Fait que, messieurs, on va prendre une petite pause, mais juste avant, je vous rappelle 2 choses. Spécial des Mystérieux Étonnants, vendredi 23 décembre, à partir de 20h sur toutes nos plateformes et disponible en balado par la suite. On vous invite à nous laisser un message sur speakpipe.com. Questions, commentaires, un souhait de Noël, whatever. Vous allez sur speakpipe.com, donc speakpipe.com/mystérieux. Après le X, il y a un E, donc mystérieux E. Ça n'a pas besoin d'être parfait.
sous-estimez pas le fait que Noël, c'est la semaine prochaine. Donc, si vous pouvez le faire cette semaine, ça serait fort apprécié. Sinon, on vous rappelle qu'on est rendu possible, ça se dit pas, cette crise de phrase-là. On existe grâce à la contribution de vous, les gens de la maison, sur Patreon. Allez sur le site internet mystérieuxétonnant.com. En haut à gauche, il y a un bouton faire un don. Vous cliquez là-dessus, ça vous amène vos Patreon. Et en échange d'un café par mois, ben, faites en sorte que l'on existe. En échange, on vous donne des goodies, bifurcation. En ce moment, on est en train de faire le cycle des Coen et on va avoir un épisode spécial de Noël basé sur Muppet Family Christmas, qui est mon spécial de Muppet favori, où tu as les Fraggle Rocks, tu as les Muppets, puis tu as même la gang de Sesame Street, quand les trois entités étaient regroupées sous la même compagnie. C'est plus le cas aujourd'hui. C'est probablement pour ça, d'ailleurs, qu'on n'aura jamais ce film-là en DVD, parce que ça implique Disney, HBO et d'autres, là, malheureusement. Puis on va parler dans bifurcation. On a Taruman Cheese d'Or aussi, qui est aussi rendu disponible pour tout le monde sur notre site internet, si ça vous intéresse. On a aussi Noël Cheese d'Or qui s'en vient avec des épisodes spéciaux. Hein? On a parlé du cinéma public, mais il y a aussi un épisode crossover qu'ils ont fait avec Tumniaise qui s'en vient. Et on a Tarkaiju qui vient de commencer sa 3e saison, dont l'épisode est disponible également partout et sur notre site internet. Donc, crème, en échange d'un café, vous faites que tout ça existe. C'est quand même beaucoup là, pour très peu. Et aussi, vous avez accès à notre Discord et c'est comme l'Internet, mais sans trop de cul. Moi, ça m'a fait sourire parce qu'hier, on écoutait la lutte, puis en parallèle, il y avait du monde qui s'était fait une petite game de dungeon dans la section salon jeu, puis je trouvais ça beau. J'ai eu un petit moment, je l'ai ouvert, puis j'avais comme oublié qu'il allait faire ça. Je n'étais pas impliqué dans le process. J'ai dit, c'est donc le fun, le monde qui se regroupe pour faire des trucs constructifs ensemble. C'est vraiment beau à voir. Le podcast est disponible sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Stitcher, Spotify, Amazon Music. Et l'entièreté de nos archives sur mystérieuxétonnant.com. On est aussi sur les autres plateformes de bullshit, Facebook, Twitter et Instagram. On revient dans quelques instants avec Hellboy Christmas Special. Vous écoutez Les Mystérieux Étonnants. On va maintenant parler du sujet de la semaine. Et cette semaine, c'est une bande dessinée publiée le 3 décembre 1997. Hein? Hellboy Christmas Special. Écrite, dessinée par plusieurs auteurs. En fait, ça comprend à peu près 6 petites histoires et une liste de choses à lire à la fin du single issue, qui est environ d'une 50aine de pages. On a A Christmas Underground par Mike Mignola, Ernie's Holiday, D.T. par Steve Purell, A Strange Story par Gary Gianni, Christmas par Jeff Darrow, Toy Box par Steve Purell encore une fois, et Corpus Mortus, A Gift of the Wicked par Gary Gianni, encore une fois. Et Mike Mignola qui nous donne une petite liste de lecture à lire parce qu'il y a des contes de Noël avec des fantômes qui ne comprennent pas que A Christmas Carol, un chant de Noël. Il y en a avec Jake, parce que Jake, je te connais un fan du Grand Canon de Mignola et de Hellboy. Et moi, j'ai pratiquement, pas l'intégralité, mais j'ai beaucoup des omnibus publiés par Dark Horse Comics. Et cette histoire-là, aussi, cette histoire-là ne se retrouvait même pas dans mes omnibus, ce qui me fait dire, je ne comprends pas la quantité incroyable de stock que Mignola et ses associés ont créé au fil des années. C'est assez faramineux. J'en découvre tout le temps. Est-ce que tu connaissais A Christmas Special ou Hellboy Christmas Special? C'est que les omnibus que tu as, c'est qu'en fait, c'est l'histoire de Hellboy chronologique. Ouais. Fait que je ne comprends pas pourquoi il n'aurait pas mis celle-là dans le tas, parce que moi, je l'avais. Je l'avais déjà lu. J'avais pas lu celle, en fait, la deuxième, et j'avais pas lu celle de Gary Gianni. Mais Gary Gianni, je le connais à cause de sa série Monster Man, qui est, pour vrai, les amateurs de Hellboy vont se retrouver. Là, c'est aussi un genre de personnage qui deal avec des trucs un peu occultes, paranormal. Fait que voilà, mais... Mais c'est ce qu'on retrouve dans le Christmas Special. C'est son personnage qui est là. Exact, mais il y a son propre livre à lui, qui s'appelle Monster Man. Mais bref, moi, à chaque fois que je lis une histoire de Hellboy de Mignola, je suis très heureux. Là, j'ai été un petit peu déçu d'apprendre que c'était l'ancienne collection, parce que t'as Adam Hughes qui a fait une magnifique histoire de Hellboy avec de Krampus, qui s'appelle Krampus Snatch. Oui, je sais, t'aimais beaucoup dire ce mot-là quand on a parlé. Krampus Snatch. Et c'est une histoire absolument magnifique.
Fait que celle-là n'est pas dans le recueil. Non. Mais, ben, écoute, j'ai vraiment trippé sur l'histoire de Mignola. Oui, c'est un bon résumé. Toi, Gauthier? Moi, j'ai aimé l'ensemble de l'œuvre. Le livre au complet m'a vraiment rappelé les vieux comics, tu sais, les vieilles anthologies là, de plus Detective Comics ou les anthologies d'horreur. Ouais. De ici Comics, un peu. Ouais, c'était un bel hommage. Tu sais, c'est des petites histoires simples, des short stories vraiment classiques. Tu sais, j'ai vraiment, comme même Toy Box, je pense, ou... j'ai quand même, j'ai souri tout le long. Là, c'est pas, transcendantal, là, mais c'est vraiment dans le genre très bien fait. Puis même comme j'ai vraiment lu comme toutes les petites affaires qui étaient autour, les suggestions de lecture, la page blanche de Gianni. De Gary Gianni. Son histoire est vraiment super cool là, autour de Charles Dickens. Oui. 1870. Ouais, c'est ça. C'est comme une anecdote de Jake. J'ai vraiment eu l'impression d'une anecdote de Jake. Là, puis j'étais comme, je suis transporté. Là, bravo, man. Super bonne histoire. Du bon storytelling. Ouais. Non, c'est ça. J'ai vraiment aimé ça. Puis, tu sais, j'aime énormément ce que fait Mignola. Malheureusement, j'en ai pas lu énormément. Là. Mais, ça, on va pouvoir t'aider là-dedans. Parce que Jake et moi, on a lu pas mal de Mignola. Ouais. Fait que non, bravo. Moi, même chose. J'ai beaucoup aimé l'histoire de Mignola, qui est la première du... Ben, c'est même pas un recueil, là, parce que c'est un single de 50 pages. Donc, c'est un single issue oversize, comme il appelle, un peu plus large, avec plus de contenu. Je dois avouer que j'ai pas mal décroché sur les stories là, du personnage, donc de la petite fille que je connaissais pas, c'était qui. Puis moi, ce style visuel-là, très associé aux 90s, je suis pas capable. Ça m'agresse. C'est vrai que pas très maîtrisé, années 90, mais c'est très 90s. Là. Je m'attendais à ce que Offspring fasse un caméo, le Callis, dans l'histoire. Ou Korn. Voilà. Ouais, il y a un peu le style de la Korn, là, c'est présent. Mais j'ai trouvé quand même mon compte dans la petite histoire de Gary Gianni où il va conter comment il est arrivé à combler la page blanche. Puis c'est en lisant cette page-là que tu te rends compte que son histoire, c'est ce que je suis en train de lire. Puis c'est une belle petite boucle, c'est complet, c'est super beau. Puis c'est accompagné d'un petit croquis vraiment très sympathique. Et j'ai bien aimé aussi l'histoire de Corpus Mortus. Là. Je suis intrigué par le personnage. Puis en lisant sur Gary Gianni et ce personnage-là, du comte Bénédicte, je pense, c'est son nom. C'est un genre de chasseur, un occultiste avec une grosse tête de chevalier en métal. Je me suis rendu compte qu'il était souvent combiné à d'autres specials de Hellboy. Donc, même Mignola à l'époque, les deux se sont rendus compte qu'il y avait un certain lien d'affinité entre les deux. En fait, c'est un personnage qu'on dirait pourrait se retrouver dans les stories de Hellboy. Et un peu à la manière de Hellboy, puis je vais faire un lien avec ce qu'on a parlé en début d'émission, le premier récit de Mignola, où rien n'est expliqué, où tu es garoché dans l'histoire, puis il y a des éléments narratifs qui restent extrêmement flous mais maîtrisés. C'est ce que j'aime. C'est ce que j'ai aimé. J'aime les contes d'esprit qui se passent durant Noël ou durant des événements. Tu sais, une soirée X, un lieu historique, un fait historique, puis en parallèle, il y a cette histoire-là qui se déroule. Puis je trouvais que Noël était parfaite, ou la fête de Noël était parfaite pour ce petit récit-là, où Hellboy va finalement à la recherche d'un passage secret dans le cimetière à proximité d'un manoir où, plusieurs années auparavant, la fille d'une mère mourante, qui va mourir la veille de Noël, a disparu. C'est le labyrinthe de Pan, si la petite fille avait été kidnappée par le Pan. C'est ça. Et que le Pan aurait été méchant dans ce cas-ci. Et j'ai bien trippé. Pourquoi Hellboy est là? Comment ça se fait qu'il connaît le prêtre? On s'en fout, là, c'est pas important. C'est ça, puis toute l'histoire de Hellboy, c'est ça, c'est qu'il arrive quelque part, tu sais, pas pour taper sur le clou, mais l'univers des films nous démontre une version d'Hellboy qui n'est pas du tout la même que celle de la BD. Puis je trouve que cette short-là, c'est un parfait exemple pour donner à quelqu'un qui a juste vu les films d'Hellboy pour lui dire que non, regarde, le personnage, c'est ça. C'est une force tranquille. C'est un gars qui est no nonsense, mais qui va pas faire des gags aux 5 minutes, puis qui va pas genre s'enfarger dans quelque chose. Non. Puis c'est la séquence où il va voir la vieille madame qui est mourante.
Hey man, tu sais, c'est juste son body language. Tu sais, il s'assoit sur le lit, il prend la main. Il prend le temps de se parler. Ouais, puis tu sais, il l'écoute. C'est comme, il y a quelque chose dans le storytelling qui en dit tellement avec peu. Puis c'est ça la force de Mignola, là, c'est qu'il est capable de créer beaucoup de non-dits à travers son dessin. D'atmosphère. Je sais pas pour vous, moi j'entendais quand on voyait le manoir de l'extérieur, un manoir qui est gigantesque. On est la veille de Noël, on est en pleine nuit. J'entendais le vent. J'entendais le vent sur le champ. Le territoire, le terrain autour du manoir. Je sentais qu'il y avait un manoir qui avait été déjà auparavant plus heureux. Il y avait une présence dans ce manoir. Il y avait des enfants, il y avait une famille qui était présente, une famille qui a été décimée par la force qui habite le cimetière avoisinant. Il y a beaucoup, beaucoup de storytelling dans très peu. Puis, c'est drôle, je trouve que Mignola, un peu à l'image de son style visuel, puis son dessin, avec les années, il a appris à couper dans le gras, puis il dit hey, ça, j'en ai pas besoin. 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 Le cœur de mon récit est là, puis fonctionne juste avec ce que je dis, le peu que je dis, puis le peu que je montre. Ouais. C'est autant dans son. Puis ça aussi, c'est son coup de crayon qui est de même. Ouais. Je trouve que c'est maîtrisé, puis c'est l'histoire qui m'a resté le plus. Je trouve que c'est la plus noëlée aussi de la gang. C'est la plus belle de la gang. Puis les autres, ben, tu sais, c'est. Sur 50 pages, ce qui est le fun, c'est que c'est pas un investissement, là, lire le Christmas Special. Donc, vous n'allez pas être en maudit, mais je trouve que c'est très inégal comme recueil. Ouais. Mais c'est une fenêtre sur une certaine époque, les années 90, la fin des années 90. Mais c'est ça, ce qui m'a surpris, en fait, c'est que les deux autres histoires sont pas dans l'univers de Hellboy. Non. Ça m'a déstabilisé. Puis au début, je cherchais un lien, puis j'étais comme, j'ai jamais entendu parler de ces personnages-là. Puis finalement, ça ne l'est pas. C'est pas lié. Mais comme tu dis, c'est tellement court que. Ben, c'est un peu comme on a parlé du spécial de Noël de Guardians la semaine dernière. Ouais. C'est tellement court, puis c'est juste cute. Fait que tu le pognes, puis c'est pas. T'as pas l'impression de perdre ton temps. Non, exact. C'est ça. Tu peux pas vraiment être déçu ou frustré d'avoir lu ça. C'est juste comme, bon, ben, c'est une petite histoire cute. Parce que je sais pas pour vous, mais il y a comme après l'histoire de A Christmas Underground, qui est excellente, là, qui finit sur une fin assez tragique puis belle à la fois. Puis ça arrive souvent dans les récits de Hellboy. Il n'y a jamais rien qui... C'est rare qu'une belle fin, mais en même temps, c'est pas une fin chienne. C'est pas une fin... C'est pas un doux amer. Exact. Oui, très bien dit. Là, tu tombes dans Ernie's Holiday Ditty. Moi, j'ai aucune idée c'est qui ces Christy de personnages-là, avec des grosses faces complètement rigolotes. Puis c'est un genre... Là, j'étais comme, OK, quelqu'un qui a voulu faire son Tom Bombadil ici, là, on a juste des chansons, là. Pourquoi on me fait une chanson avec des personnages dont j'en ai rien à foutre? Ouais. Je dois avouer mon ignorance. À ce moment-là, j'avais aucune idée qui étaient ces personnages-là et pourquoi ils faisaient partie d'un Hellboy Christmas Special. Ouais. Moi aussi. Puis c'est tellement court que t'as pas non plus le temps vraiment de catcher. Là. Non. C'est fini avant que... une page. Tu fais que, bon, ben... Okay. Le petit rat, il a tué une araignée, puis... ça, c'est plus tard. Ça, c'est... je pense que c'est Toy Box, celle-là, en fait. Ah, attends, là... Peut-être que je les mélange. C'est juste la page avec la toune, toi, dont tu parles. Là. Oui, je parle de la page avec la toune, mais qui est faite dans le même style. Fait que je me suis même... Ouais. Ben oui, c'est Steve Perel. Fait que, Toy Box, c'est plus tard. Oui, excusez. C'est une petite fille avec son rat ami qui vont finir dans une espèce de maison de Boiron. Puis la madame qui était là, ça a l'air qu'ils sont au courant qu'il y a une madame qui était là, est décédée, puis elle a été mangée par des insectes. Puis durant la nuit de Noël, il y a ça, je trouvais ça beau par contre. Une énorme araignée poilue gigantesque qui sort de la cheminée pour venir les manger. Finalement, ben, le rat, quand il finit par ouvrir l'araignée, il y avait le Père Noël qui était dedans. Ouais. Ça, c'était nice. Ça, c'était correct. Oui. C'est silly. Là. Ouais. C'est un petit peu... c'est wacky, puis ça fait sa job. C'est ça. Ouais. Mais quoi dire? C'est bien écrit aussi. Ben, je parle de Christmas Underground. J'aime beaucoup le... C'est ça que, à la fois, les dessins suggèrent énormément dans ce qui montre puis ce qui montre pas. Mais l'écriture aussi fait un peu le même travail. Là, quand le monstre ou la bête c'est décrit, il fait juste dire I am the second son of a father. Je suis comme bien joué. Pas besoin de dire c'est quoi le second son of a father. Ça peut être d'une hiérarchie d'une mythologie quelconque qui a été oubliée depuis des centaines d'années, puis c'est bien correct. Là. Ou carrément Satan. Exact. C'est ça. On le mentionne pas plus, puis je pense que c'est ça qui fait la beauté aussi de
d'une short story. C'est que tu dévoiles pas trop parce que de toute façon, t'as pas le temps, puis tu laisses l'auteur, le lecteur aller avec ça, là, l'information qu'il y a. Là. Pensez-vous que la vieille madame, à la fin de l'histoire, elle est encore, entre guillemets, vivante? Elle a été convertie en monstre ou justement, elle finit dans les flammes de son manoir? Moi, je pense que c'est une manière de... Ouais, c'est ça. Ouais, j'allais dire exactement ça. Là. C'est la manière de... Tu sais, la fin d'où sa mère, elle est là. C'est que la seule manière de libérer cette femme-là, c'était de la laisser aller. Ouais. Parce qu'il demande au prêtre, genre... C'est ça, il demande au prêtre, là, comment... Parce qu'il dit, j'ai pas réussi à faire tout ce que tu m'as demandé, tu sais. Mm-hmm. Il dit, mais là, comment ça, c'est en feu? Il dit, ah, ça, j'ai rien à voir avec ça. Puis il fait, ah, OK, bon, ben, c'est une bonne affaire, dans le fond. C'est ça qui est intéressant. C'est ça qui est intéressant dans le boy, c'est qu'il y a tellement l'attitude col bleu, genre de je fais ma job. Mais c'est un poète. Mais c'est ça, mais en même temps, il y a une connaissance de l'occulte, genre incroyable. Là, il sait toutes les répercussions de telle affaire. Fait il fait juste checker ça de loin, puis il dit, ah, OK, ouais, j'avoue, si c'est du feu, c'est correct. Ça va être correct. C'est ça qui est plate dans les films, c'est qu'ils l'ont transformé en buffoon, là, comme un peu action hero. Puis le personnage, là, d'un, il est très mélancolique. Il est très... il va prendre le temps de s'asseoir puis d'observer les choses. C'est un détective aussi, Hellboy. Puis, comme tu le dis, il a une connaissance accrue de l'occultisme, donc il ne peut pas s'en faire passer. Je le répète à chaque fois qu'on parle d'Hellboy, mais moi, il me fait beaucoup penser au shérif dans la première saison de Stranger Things, dans son attitude, dans son... Puis, malheureusement, c'est cet acteur-là, David Harbour, qui a été casté. Mais c'est ça, il est devenu un espèce de bouffon action hero. Mais, puis même le personnage du shérif aussi, là. Je parle pas de la saison 4, mais dans 2 puis dans 3, il devient comme un genre de bouffon. Là. Mais dans la première saison, c'est direct ça, l'attitude. Tu sais, c'est comme quelqu'un qui renforce, qui contient une grande sagesse, qui est une force tranquille, mais en même temps que tu sais qu'il est brisé à l'intérieur, il y a quelque chose qui est cassé. Là, tu sais. Puis il va juste faire la job et essayer de protéger le monde, mais il y a une grande mélancolie en dedans de lui. Puis c'est ça, Hellboy. Fait que, on est loin en asti de la vision de Del Toro. Là, mais en même temps, il est juste puis il veut faire les bonnes choses. Il n'y a pas d'ambiguïté morale par rapport à Hellboy. S'il risque de mourir pour le bien commun, il va le faire. Lui, là, en ce moment, c'est ça que j'aime de cette histoire-là, c'est qu'on est à la veille de Noël. Hellboy, à cette période-là, dans les comics, il y a quand même un groupe qui l'accompagne. Le BPRD est là. C'est sa famille d'adoption. Et il y a des amis qui font partie de ce groupe-là. Il est quand même à l'Angleterre, à l'autre bout de la planète, tout seul, pas de backup, rien. La veille de Noël, donc, I guess qu'il réveillonne, Hellboy. En tout cas, à tout de moins, il célèbre avec ses amis. Mais non, il est là. Il est là parce qu'il a été appelé. Puis il est là pour... c'est vraiment un chevalier, c'est un preux chevalier. Mais ça donne qu'il a des origines démoniaques. Puis il y a tout le temps eu cette ambiguïté-là avec lui, très bien exploité dans les bandes dessinées, où il se questionne beaucoup à l'effet de qu'est-ce qui est moi puis qu'est-ce qui est mon destin, puis à quel point j'ai du choix là-dedans. Parce que si tu as été dans des cercles occultes toute ta vie puis tu as vu des choses qui dépassent l'entendement humain, tu te demandes est-ce que le destin existe pour vrai ou est-ce que j'ai un choix, j'ai mon mot à dire là-dedans. Puis c'est pas rien que ça, c'est que Hellboy a un rôle dans le grand plan de l'univers qui est Amun-Ra. Qui n'aurait jamais été capable de dire ce maudit nom de démon-là. Donc c'est supposé être lui qui vient porter l'apocalypse sur Terre. Le Ragnarok. Puis le Ragnarok. Fait que il y a ça aussi. Puis tout le monde veut son right hand of doom parce que c'est la clé qui va amener l'apocalypse. Fait que en même temps, il peut pas non plus se choper le bras et faire que, hey, regarde, je vous laisse avec ça, faites vos affaires, moi je fais d'autres choses. Il est pogné avec ça, fait que ça vient aussi mettre... Mais comme tu dis, il n'y a pas de dilemme moral. Il sait très bien qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui est mal. Puis c'est aussi pour ça qu'il quitte le BPRD. Parce qu'il se rend compte que, OK, ce gang-là, dans le fond, sont super louches, puis ils font plein d'affaires weird, puis ils manigancent des affaires, mais... Pas ses amis, mais le patronat, là, les gens plus hauts. Oui, c'est ça. Parce que ses amis, justement, c'est sa famille. Mais les boss en haut, ils sont too much, mais il y a, dans BPRD, la magnifique séquence où Abe Sapien, il se fait trouver, puis
il fait juste se faire tester par des scientifiques en laboratoire, puis il est dans une espèce de tube, tu sais. Puis un moment donné, Hellboy rentre, puis il fait comme, bon, là, les gars, c'est fini, là. Puis il déplugue tout, puis ils sont comme, non, nos recherches, là, c'est important. Il est comme, non, c'est fini, assez. Là, on le sort de là, puis on... Il dit, viens-t'en, on va te préparer un petit sandwich au poulet, là. Puis il sort de là, il dit, avec vous autres, anyway, c'est jamais fini, vos expériences. Ça sera, oui, il y aura toujours autre chose à regarder, il y aura toujours de quoi, là. tester. Bon, fini, le niaisage. C'est juste moi où il y a une séquence où quand Hellboy va visiter la madame à son chevet, sur son lit de mort, littéralement, il part, il se retourne, puis il y a un moment où elle hallucine comme étant le Père Noël, avec un capuchon, puis il y a comme un costume un peu plus ancien. C'est pas le Père Noël qu'on voit sur les annonces de Coke. Puis, je sais pas pour vous, mais moi, j'étais, hey man, je veux voir un crossover, le Père Noël puis Hellboy. Là. Son Père Noël a l'air malade. Dundee Nash est en business. Là. Puis il s'entendrait super bien avec. Là, clairement. Sûr, là, oui, c'est sûr. Les deux s'appelleraient Big Red. Ouais. Mais il y a un crossover avec Batman et Starman, weirdly enough. Dessiné par Mignola, je pense. Ouais. Puis l'interaction Hellboy-Batman n'est pas pire. Là. Parce que pour Hellboy, voir quelqu'un comme Batman, c'est un peu ridicule. Là. Ouais. Mais tu sais, comme, hey, j'aime ton saut, man. C'est juste Batman, il est super dark, ça. OK. Comment je fais pour des next? Cette affaire-là. Une grosse bébite rouge, là. Puis c'est ça qui crée les moments de comédie. Tu sais, c'est pas à cause du personnage, c'est plus à cause de... La situation. Ce gars-là, il existe dans le monde, là. Fait que tu peux pas ignorer ça. Un affaire qui est intéressant et tout dans BD, c'est que personne n'est jamais surpris. Jamais. Non. Ouais. Tout le monde sait c'est qui, puis tout le monde est comme bien habitué. Ah, Hellboy est là. Ça en fait un cas. Ça s'est jamais traduit dans les films. Ils n'ont jamais catché ça. Non, au contraire, ils font un reveal dans les films. Hellboy est révélé au public. C'est ça. Où les gens le voient, puis ils crient, puis ils tirent dessus parce qu'ils pensent que c'est un méchant. Ça, c'est jamais le cas dans les bandes dessinées. Il y a un truc, par contre, que la BD fait, puis c'est à cause de la page couverture. Moi, je m'attendais à ce que ce soit une histoire, puis je m'attendais à ce que ça se passe durant le réveillon de Noël. Où les personnages de la BD, tu vois Hellboy, puis tu vois Benedict, le personnage qu'on voit plus tard dans une autre histoire. Puis je pensais que ça allait juste être ça. Eux qui chillent ensemble dans une espèce de manoir hanté, parce que ça a l'air comme délabré, là, la veille de Noël. Puis je dis, hey man, moi je suis full dedans. J'ai mis l'histoire de Hellboy, mais après j'ai été un peu largué, puis c'est ça qui m'a un peu déçu. Dans le cycle de Hellboy, il y a une histoire où pendant des années, littéralement des années, puis ça se transmet moins bien quand tu les trades, là, mais pendant des années, il vague sur une espèce de mer qui pourrait être une mer sur la Terre, mais qui a l'air plus d'une mer d'entre les mondes, là, un peu comme un genre de limbe. Puis il finit sur une berge où c'est un village de vieilles épaves. Puis il finit par prendre des bières avec des gens qui lui voient, avec qui il a des conversations, mais c'est des fantômes. Puis quand il se retourne, tout est délabré, puis c'est juste des squelettes. Là. C'est super creepy, mais c'est vraiment hot. Puis je me disais, ça va être ça, version de Noël. Fait que quand les autres histoires se sont alignées, j'étais, ouais, OK. Je comprends. Je vais essayer de déception. J'étais un peu déçu. C'est drôle parce que le cover m'a rappelé le problème d'Hellboy. Hellboy, il y a un truc qui fonctionne pas puis qui est jamais adressé. Puis ça, tu vois que c'est Mignola, tu sais, comment il réfléchit, là. Il n'y a pas de voiture dans Hellboy parce que Mignola n'aime pas dessiner les chars. Ouais. Attends, quand tu y penses, c'est compliqué de faire une BD sans jamais de voiture. Il n'y en a pas. Ça n'existe pas. C'est comme, il n'y a jamais de char dans Hellboy. L'intérieur de Right Hand of Doom, Mignola ne sait pas à quoi ça ressemble, l'intérieur de la main. Parce qu'elle est tout le temps fermée. Elle est tout le temps fermée ou on la voit de l'extérieur. On ne voit jamais la paume. Puis quand c'était le temps de travailler sur le film d'animation, le jeu vidéo, les concept artists étaient comme, hey, tu peux-tu nous comme, faire un modèle que, je sais pas, c'est fait comment à l'intérieur. Hein? C'est ton personnage, t'as jamais. Et le gros problème qui marche pas, qu'on voit sur le cover, à chaque fois que je le vois, genre bien habillé en tuxedo, c'est comment il s'habille? Il peut pas s'habiller. il peut pas passer son bras dans une manche. Ouais, ça m'a tout le temps gossé parce que j'étais comme son impair, tu vois pas qu'il est recousu après ou whatever. C'est juste comme s'il l'avait mis, puis je suis comme, mais ça marche pas! Des vêtements occultes. Des vêtements occultes. Des vêtements occultes, c'est ça.
Des Puis vêtements c'est jamais fantomatiques. adressé. Si au moins il faisait comme, ben c'est ça, The Right Hand of Doom, c'est comme, ça a une physique qui est comme d'une autre dimension, fait que c'est fucké, fait que tu sais, ça peut. C'est peut-être comme, Non, tu sais, les jeans qui ont l'air des jeans, mais c'est en fait du tissu que tu peux... Ouais. C'est du spandex. du Il est toujours spandex, habillé en hein. spandex. Il est tout le temps habillé en spandex, puis son gros imperméable à la Colombo. Mais moi, je dois dire, là, j'adore le mélange veille de Noël, occulte. Je trouve que ça marche tellement Ouais. bien. Puis, tu sais, je trouve que ce qui est le fun, c'est que peut-être à part... ouais, non, les autres, ça marche moins bien, là, mais on n'essaye pas de pervertir Noël. Tu sais, le but, c'est pas faire comme « Oh ouais, t'aimes-toi le Père Noël? Ben, check ça, maintenant, il tue des enfants. Malade, hein, comme concept. » Non, on n'est pas là, on est dans l'atmosphère. Puis, je trouve... Je sais qu'il y en a d'autres là, qui sont sortis. Il y a le Crème Snatch que tu parlais, Jake. Mais je pense qu'il y en a d'autres qui sont sortis liés à Hellboy puis Noël. Puis je suis vraiment intrigué de les lire. Ouais. Vraiment intrigué de les lire. Ouais, moi aussi. Ben, c'est très. Hellboy aussi, c'est ça. C'est autant que c'est occulte et mythologique, mais c'est aussi très folklorique. Je pense qu'il y a une histoire de Hellboy pour chaque fête. Là. Tu sais, c'est sûr qu'il y en a une à Saint-Patrick, c'est sûr qu'il y en a une sur un paquet d'affaires. Puis ça fit Ouais. parce que ça fait partie du folklore, puis il y a tout le temps des légendes associées à ça. Mais c'est drôle, on parlait tantôt de David Harbour qui vient de sortir un film de Noël où c'est le Père Noël badass qui tue du monde. Là. Ouais, Je l'ai pas vu, mais je trouve ça drôle que tout est dans tout. On Tout fait est dans un lien tout. avec tout. Deadly Night, que ça s'appelle. l'as-tu Ça a l'air vu? bien. Je l'ai pas vu. Il est disponible au cinéma. Ça a l'air qu'il a bien fonctionné. La seule raison pour que je l'ai pas vu, c'est parce qu'en ce moment, je vais pas au cinéma. Mais c'est le genre de film que j'aurais loué en VOD. Là. Puis c'est clair qu'il va sortir probablement dans 2 semaines en VOD. Ouais, ben s'ils sont intelligents un peu avant Noël. Je le ferais moi avant Noël. Je pense pas que c'est un film qui va avoir une longue durée en Non, salle. c'est ça. Surtout qu'habituellement, ce genre de film-là, tu le sors au mois de novembre. Puis là, on dirait qu'ils l'ont sorti comme au début décembre. Ou... Ouais. Je sais pas. Puis tu sais, c'est pas un film que tu veux écouter le 4 février. non. C'est avant Noël là, que ça se passe. Exact, Ça. c'est ça. Moi, j'ai pas d'autre chose à rajouter par rapport au special. Je pense que j'invite aux gens à lire ou à se le procurer si ce sont des complétistes et pas des complotistes pour de Hellboy. Je pense que ça vaut la peine. Moi, dans la série de trade que j'ai, il n'est pas présent. Donc, c'est un single qui va peut-être éventuellement se retrouver dans des collections. Il n'arrête pas d'en sortir, Dark Horse. Mais juste pour l'histoire de Hellboy, ça vaut la peine. Puis au pire, vous avez une trentaine de pages là, que juste à pas y lire. C'est tout. Exact. Moi, ça m'a donné envie de lire la série, pour vrai. Là. Ça Oh! fait longtemps là, que c'est sur ma liste, là, puis faut que je m'y attelle. Là. T'as juste 5 vraiment... trades, man. Puis c'est ça, les nouvelles éditions, pour vrai, j'étais un peu jaloux parce que, tu sais, comment que Hellboy sortait. En même temps, les deux, c'est intéressant. C'est comment Hellboy a sorti à l'époque, c'est qu'il n'y a pas de chronologie temporelle. Fait que ça peut être le fun, ça, des fois. Parce que là, tu commences à lire une histoire, et t'es que, attends, ça se passe dans les années 70, ok, tu sais. Tandis que là, les omnibus qui ont sorti, c'est vraiment genre chronologique. Okay. Fait que ça peut être intéressant, mais les livres sont beaux, là. C'est des gros trade mous, là. Ouais. Tu peux prendre les oversize au pire. Ça coûte beaucoup plus cher, mais... Ah, ouais. Ça se lit moins bien aussi. Oui, ça se lit moins bien. Non. Puis pour ceux qui nous écoutent en live, là, il y a une super Red Moon en ce moment, si vous regardez en même temps qu'on parle de Hellboy. C'est cool. Oui, je pense qu'on va conclure là-dessus, messieurs. Merci Gauthier, merci Jay. À vous. On a un dernier show la semaine prochaine, officiel, normal, lundi prochain. Puis après, on a notre spécial le 23 en direct sur toutes nos plateformes, mais disponible en balado par la suite. Donc, on a hâte de vous y voir. N'oubliez pas de laisser un message sur SpeakPipe. SpeakPipe, c'est speakpipe.com/mystérieux avec un X et un E à la fin. Et là, vous laissez un message, là, une salutation, des souhaits de Noël, une question, un commentaire, whatever. Pas besoin d'être parfait. Vous pouvez dire « Bonjour, mon nom c'est Laurent Boutin et je suis le gars le plus doux du monde. Bonne période des fêtes. That's it. Fact. » Puis vous allez pouvoir peut-être passer durant l'émission du 23. Puis écoutez, sinon, le Patreon, vous avez vu la quantité de choses qu'on fait de ce temps-ci en fin d'année en plus. Je pense que ça vaut la peine de nous laisser un petit 2. Et pour les autres, on se revoit sur Discord. J'ai oublié de le mentionner tantôt, mais il y a Gab, qui est un membre Discord, qui diffuse la lutte le dimanche, qui est en train de faire une espèce de rétrospective des meilleurs combats de l'année 2022.
Puis en même temps, il mélange des trucs qui sortent actuellement. Puis c'est vraiment cool, la sélection qu'il a faite. Encore une belle job. On ne le souligne pas assez de Gab et des autres qui contribuent aux soirées, même du mercredi, là, avec Benji et autres. Là. Moi, ça fait partie de mes highlights depuis maintenant 3 ans. Faites attention à vous autres. Allez vous faire booster pour ne pas tuer grand-maman à Noël cette année. Puis on se revoit la semaine prochaine. Yes. Bye. Ciao. Bye.